On va parler des fonctions exécutives et on va parler de la méthode multimove au service des fonctions exécutives. Voilà, et simplement, je me présente brièvement. Il y en a plusieurs qui ne me connaissent pas, donc je vais quand même donner quelques éléments de mon parcours. Alors moi, je suis Guillaume Bousquet, j'habite à Montauban, voilà, juste au-dessus de Toulouse, pour ceux qui ne situeraient pas, juste au-dessus de Toulouse, à 45 minutes au-dessus de Toulouse. Et je suis papa d'abord de 5 enfants qui ont aujourd'hui entre 11 et 20 ans. Voilà. J'ai enseigné le français pendant presque 13 ans, donc au collège, le français, le latin. J'ai notamment découvert juste avant la fin eh bien, Elisabeth Nuits, dont je parlerai assez peu dans ce webinaire, mais qui a beaucoup impacté d'abord mon métier d'enseignant, puis ensuite toute ma carrière professionnelle, parce qu'aujourd'hui, ce que je développe est quand même beaucoup basé sur ses découvertes, son travail, etc. Donc Elisabeth Nuit. Et puis voilà, j'ai vécu un événement qui est pas facile en 2016, parce que j'étais alors à ce moment-là, en 2016, j'étais papa, nous étions parents de 5 enfants qui avaient entre 2 ans et demi et 11 ans. Et la mère de mes 5 enfants, Flavie, est décédée brutalement d'une méningite foudroyante. Voilà, ça s'est passé très très brutalement et je me suis retrouvé veuf du jour au lendemain. Avec mes 5 enfants donc qui étaient bien jeunes, la dernière qui a une malformation cardiaque, qui était en plein dans les opérations à cœur ouvert. Voilà, 2016 a été une année marquante évidemment, et l'année qui a suivi aussi. Et puis mais la vie continue, le soleil se lève le matin et les enfants vont avoir voilà, toute cette énergie, cet élan de vie. Et j'ai créé Pédagogie d'ailleurs en 2018. C'est une pédagogie, j'ai compris plus tard qu'en fait je l'avais appelé comme ça certainement parce que ça parlait de cette envie d'aller de l'avant, eh bien d'avancer, continuer de bâtir, de construire, de s'occuper de ma famille. J'ai reconstruit ma vie aussi, puisque je me suis remarié en 2021 avec Priska qui a 2 enfants. Donc nous avons élevé 7 enfants à nous ensemble, hein, puisque nous les avions 365 jours sur 365. Voilà, et puis bon, heureusement les enfants s'agrandissent, donc petit à petit ça quitte le nid aussi. Et ce qui fait qu'aujourd'hui nous n'avons à la maison plus que 3 enfants, mes trois dernières filles qui ont 11 ans, 14 et 16 ans. Voilà, et en 2018, donc j'ai créé Pédagogie et parallèlement à toute cette histoire de vie personnelle, eh bien, ça fait 7 ans que je développe des formations pédagogiques, des outils pour accompagner tous les acteurs de l'apprentissage, que ce soit, j'ai envie de dire le parent qui cherche des outils, qui a besoin d'outils, qui a besoin d'aide, qui a besoin de conseils, etc. Je fais de l'accompagnement individuel également. Alors, mon activité s'étant beaucoup développée dans le domaine de la formation, eh bien, je fais moins d'accompagnement individuel. J'ai assez peu de place la semaine. Et sinon, bien, je forme tous les professionnels, depuis l'enseignant jusqu'aux professionnels en séance individuelle, les thérapeutes, donc orthophonistes, donc professionnels de santé bien sûr, psychomotriciens, ergothérapeutes, mais aussi tous les graphothérapeutes, graphopédagogues, graphoéducateurs, les psychomotriciens, je l'ai dit, les psychopédagogues, les praticiens en réflexe archaïque, et les orthopédagogues, etc. Enfin, toutes les personnes qui cherchent en fait des outils pour compléter leur boîte à outils, pour aller plus loin, et puis pour découvrir aussi un aspect peut-être un peu différent, assez peu connu, qui est la pédagogie de la parole, qui est une approche neurocognitive, voilà, qui se base sur le fonctionnement cérébral donc, et qui permet de pouvoir impacter différemment les apprentissages de manière plus efficace et durable. Voilà un petit peu. Je ne vais pas me présenter plus longtemps. Simplement, je voulais vous donner ces quelques mots sur mon parcours. Je suis très content d'être avec vous ce matin et je vous propose de démarrer tout simplement. Je regarde si dans la conversation il n'y a pas de questions particulières, mais a priori non. Bienvenue à tous ceux qui, voilà, il y en a qui continuent de se présenter. Eh bien, bienvenue à tout le monde, tous ceux qui nous ont rejoints, parce qu'on était 20, 22 quand je me suis connecté. Et vous êtes maintenant 40, 42, 43. Donc voilà, donc c'est super. On va pouvoir démarrer après ces petits mots de présentation. Je vais vous proposer de démarrer. Voilà, vous avez un peu le plan de ce webinaire. On va parler du thème de l'iceberg, en tout cas de la métaphore de l'iceberg. On va parler donc des fondations. On va parler des fonctions exécutives, évidemment, ça va être le cœur quand même de ce webinaire. On parlera également donc du coup de multimove par rapport aux fonctions exécutives, en quoi cette approche permet de pouvoir développer les fonctions exécutives de manière dynamique et ludique.
Et voilà, puis on terminera avec une petite conclusion sur comment pouvoir aller plus loin. Je vous propose simplement, c'est le petit jeu, j'aime bien le faire dans des webinaires, je me rends compte que j'en ai pas pris ici, je suis là, j'en sors une maintenant, voilà, j'ai disparu, mais j'ai réapparu. Je me propose ce webinaire de gagner une petite pochette Apprendre c'est dans ta tête. La pochette Apprendre c'est dans ta tête, c'est une pochette qui contient 30 fiches sur les stratégies d'apprentissage qui a été créé dans le cadre d'un projet financé par l'Union européenne. Nous étions trois partenaires, nous sommes trois partenaires à avoir créé ces fiches-là. Fanny de Mulder en Belgique, Céline Wettman au Luxembourg et moi-même en France. Et donc, nous avons été financés par l'Union européenne, pardon, pour créer 30 fiches sur les stratégies d'apprentissage et notamment il y en a 17 sur les techniques scolaires pour apprendre de manière avec comment dire, une technique très précise, apprendre par exemple l'orthographe des mots. Il y a une autre fiche pour apprendre les définitions. Il y a une autre fiche pour apprendre les tables de multiplication, une autre fiche pour apprendre ses poèmes, préparer un exposé, etc. Il y a 17 tâches scolaires comme ça qui sont ciblées. Et puis vous avez deux autres parties, une partie sur les ressources pour apprendre, les émotions, le corps, le cerveau, les habitudes mentales, etc., les fausses croyances. Et vous avez une autre partie, une autre box, qu'on appelle trois box en tout, une autre box sur les stratégies générales, c'est quoi apprendre, c'est quoi comprendre, c'est quoi être attentif, tout ça. Voilà, et donc ben, à la fin de ce webinaire, je vous propose de gagner une pochette, ça sera peut-être votre cadeau de Noël du coup de pédagogie. Donc restez bien jusqu'à la fin, je ferai un petit jeu à la fin pour gagner cette pochette. Apprendre c'est dans ta tête qui est d'une valeur de 20 euros. Voilà. Ce que j'ai pas précisé, c'est que le contenu de cette pochette, comme il a été financé par l'Union européenne, le contenu numérique est entièrement accessible gratuitement. C'est-à-dire que vous pouvez aller sur mon site pédagogie.fr dans l'onglet ressources et vous avez les 30 fiches, vous avez la présentation du projet, vous pouvez télécharger ensuite les fiches gratuitement. Là, ici, ce que je vous propose de gagner, c'est la version imprimée qui, elle, est payante parce qu'il y a un coût de production tout simplement. Voilà, c'était simplement pour vous dire aussi, c'est une autre façon de présenter parce que j'ai eu l'occasion de voilà, participer à ce projet européen qui nous a pris 3 ans et qui a été vraiment une très belle expérience. Allez, c'est parti, on parle de l'iceberg pour démarrer. N'hésitez pas si vous avez des questions, je vais garder voilà, le chat à côté de moi. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser vos questions et je ferai de mon mieux pour regarder le chat et en même temps être dans ma thématique. Voilà, donc les fondations de l'apprentissage pour démarrer. C'est ce que je voulais aborder avec vous. Alors, je mets ici un schéma qui n'est pas de moi, hein, qui est du professeur docteur en psychologie hôpital Cochin, Laurence Vèvre-Douré, qui parle du retentissement bien, des apprentissages fondamentaux sur la personne et sur le parcours scolaire. Et si vous regardez, en fait, elle parle ici du cercle vicieux des troubles d'apprentissage. Et elle part en vers. Alors, c'est peut-être un peu flou, je suis désolé, parce que c'est un document qui est très compliqué à avoir et je n'arrive pas à l'avoir en meilleure qualité. Alors, il faudrait que je le refasse, mais je trouve ça délicat de refaire un document qui a été fait par cette personne. Donc, je préfère le montrer, même s'il est légèrement flou. Mais on peut le comprendre quand même très facilement. C'est qu'il y a en vert, en haut à gauche, là, du cercle, les apprentissages fondamentaux, langage oral, lecture, écriture, calcul. Donc, vous avez ce point de départ et après, vous avez un cercle ici qu'elle appelle le cercle vicieux. C'est-à-dire que si ces apprentissages-là ne fonctionnent pas bien, ne sont pas bien ancrés, eh bien, il y a rapidement de l'échec scolaire qui se met en place avec deux conséquences, hein, si on monte en haut à droite ou si on descend vers le bas, trouble de la personnalité, trouble de la scolarisation, avec un complexe d'échec, hein, si on poursuit le trouble de la scolarisation, alors que si on va du côté trouble de la personnalité, ça a un impact sur le sentiment d'infériorité. Et au final, on arrive sur la partie rose, qui est peut-être la plus difficile à lire pour vous. Je vais zoomer un petit peu, mais vous devez peut-être pas trop voir. C'est marqué conflit avec l'environnement, milieu familial, milieu scolaire, milieu social. Bref, elle montre que euh, Laurence Vèvre-Douré montre que si les apprentissages fondamentaux sont pas bien ancrés, eh bien, ça a des retentissements importants sur la personne et sur son parcours scolaire en général. Voilà. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elle a fait le même schéma, mais en imaginant que ça se passe bien et que les apprentissages fondamentaux sont bien développés. Et dans ce cas-là, si on part toujours des apprentissages fondamentaux en vert, eh bien, elle montre que du coup, ça amène un succès dans la scolarité qui va amener un parcours scolaire qui lui va être réussi, qui va développer un sentiment de compétence. Et si je remonte en haut, eh bien, ça permet de construire harmonieusement la personnalité de l'individu et de développer l'estime de soi. Et si je zoome de nouveau, d'amener à des relations qui, elles, vont être plus fructueuses au niveau familial, scolaire et social. Alors, pourquoi est-ce que je vous parle de ça?
Eh bien, parce que il y a comme point de départ de ce cercle, qui soit vicieux ou vertueux, dans le travail qui a été proposé par ici le docteur Laurence Verve-Douré, eh bien, un élément qui est important, c'est les apprentissages fondamentaux. Et les apprentissages fondamentaux, ils sont reliés donc à ce que j'appelle le haut de l'iceberg. C'est pour ça que j'avais intitulé cette partie l'iceberg. C'est relié au haut de l'iceberg, c'est-à-dire c'est la partie visible de l'apprentissage. C'est ce que l'on voit, c'est ce que les enseignants voient, c'est ce qu'ils évaluent d'ailleurs, c'est ce qu'ils transmettent, et c'est ce que les parents aussi voient évidemment par rapport à la scolarité de l'enfant. Donc c'est toutes les matières scolaires, l'orthographe, la grammaire, la lecture, l'écriture, le calcul, la géométrie, et j'ai pas tout mis évidemment, mais on est sur la partie du haut de l'iceberg ici. C'est la partie visible. Mais en réalité, ces apprentissages fondamentaux, ils vont pouvoir se développer si et seulement si, eh bien, il y a d'abord la partie immergée de l'iceberg qui est bien développée. Donc, je parle souvent de cette image de l'iceberg pour ceux qui me connaissent et qui se sont peut-être déjà formés avec moi ou qui ont suivi déjà des conférences. Je reviens souvent à cette image de l'iceberg. Alors, attention, j'ai mis dans cette partie immergée quelques pistes hein, sur ce qui est immergé, sur ce qui est invisible, mais qui est nécessaire au développement des compétences fondamentales scolaires. Voilà, lecture, écriture, langage, etc., la grammaire, l'orthographe, les maths, tout ça. Donc j'en ai mis plusieurs, hein, spatio-temporalité, j'ai mis toutes les perceptions sensorielles, j'ai mis évidemment les mémoires, l'attention, j'ai mis les fonctions exécutives, justement, dont je vais reparler, des discriminations visuelles fines, le tonus musculaire, l'évocation, la subvocalisation, la motricité globale et fine, etc. Donc j'ai mis un certain nombre de pistes en tout cas. L'idée c'est simplement de commencer en posant ce postulat de base, c'est que pour pouvoir apprendre efficacement au niveau de la lecture, de l'écriture, de tout ce qui se passe en fait à l'école, eh bien ces fondations doivent être posées, ces compétences en fait j'ai envie de dire préscolaires doivent être développées. Et en tout cas, il faut qu'il y ait un minimum pour que l'entrée dans les apprentissages fondamentaux puisse se faire de manière sereine. Voilà. Ça, c'est le postulat de base sur lequel je pars. Et du coup, l'idée, c'est d'aller voir justement, de parler notamment d'une de ces compétences qui est fondamentale, pré-fondamentale, on pourrait dire, c'est les fonctions exécutives qui vont avoir un impact très important justement l'entrée dans les apprentissages scolaires. Voilà. Donc ça, c'est vrai que l'iceberg, c'est quand même l'image pour moi phare de la plupart enfin, de tout ce que je propose dans mon travail. Euh, alors oui, je vois le commentaire oui, c'est ça, c'est Vèvre Douré. Merci Emmanuel d'avoir écrit. C'est Vèvre Douré, le nom du médecin qui a fait ces schémas-là et cette étude-là. Et donc, ce que je voulais dire, c'est que je parle voilà, souvent de l'iceberg parce que pour moi, c'est très important de comprendre qu'il y a la partie visible des difficultés, souvent, parce qu'évidemment, nous allons penser aux élèves en difficulté. Il y a ce que l'on voit qui ne fonctionne pas. Il y a les mauvais résultats, mais derrière les mauvais résultats, il y a les acquis qui ne sont pas en marche, qui ne sont pas justement acquis, les notions qui ne sont pas acquises. Et ça, c'est ce que l'on voit. Mais en réalité, si on veut aider les enfants à progresser, quel que soit leur âge, parce que je dis enfants, mais ce que je propose est aussi adapté pour les adultes, hein. Il n'y a pas de limite d'âge. Les fonctions exécutives concernent tout le monde. Et puis toutes les compétences que j'ai mises juste avant dans le bas de l'iceberg, ici, ça concerne tout le monde. Et on peut agir sur ces fondations-là à tout âge. Il n'y a pas de limite d'âge, en fait. Voilà. Donc, ce que je propose, notamment dans la formation rééducation, dans la formation multimove, c'est vraiment d'agir sur ces fondations pour pouvoir favoriser notamment la partie visible. Voilà. Alors, du coup, je vous propose d'aller explorer un peu plus en détail maintenant un des aspects que j'ai évoqués dans cette partie immergée, que sont les fonctions exécutives. Donc, les fonctions exécutives, il faut comprendre que ça s'intègre dans un ensemble qu'on appelle les fonctions cognitives, que j'ai en fait cité dans la partie immergée de l'iceberg, hein. Il y avait l'attention, il y avait les mémoires, il y avait les perceptions sensorielles, il y avait également la motricité, j'ai mis le langage, voilà, j'ai mis les fonctions cognitives. Et les fonctions exécutives sont en fait un aspect, une partie des fonctions cognitives.
C'est-à-dire, on pourrait dire ce que j'appelle le couteau suisse cérébral qui nous permet de pouvoir entrer dans n'importe quel apprentissage, quel qu'il soit. Et je ne parle pas seulement de la partie purement didactique, mais je parle aussi de tout ce qui concerne évidemment les facultés attentionnelles, la partie mémorisation, etc. Donc pourquoi parler des fonctions exécutives particulièrement dans ce webinaire? Eh bien parce que les fonctions exécutives ont un rôle très important, c'est vrai, dans les apprentissages et je propose de le voir notamment avec Adèle Diamant qui est spécialiste mondiale des fonctions exécutives et qui dit plusieurs choses, je vous l'ai mis en dessous en substance avec deux citations notamment mais qui dit que, je reviens sur quand même ce qu'elle dit en général, mais qui dit qu'il y a des fondations biologiques d'apprentissage, ce sont ces fameuses compétences ou fonctions exécutives. Elle dira qu'il y a une nécessité de mettre la priorité sur leur intégration dès le départ, quitte à retarder le travail d'objectifs plus scolaires, mathématiques, activités de langage. Donc ça, c'est vraiment un aspect important, de mettre la priorité sur leur intégration, quitte à retarder le travail d'objectifs plus scolaires. Et ça, je trouve ça important. Alors évidemment, là, elle parle des enfants les plus jeunes, du jeune enfant, en disant, mais si on développe correctement en fait, ces compétences, ces fonctions exécutives chez le jeune enfant, eh bien, il aura plus de facilité à rentrer dans les apprentissages scolaires. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne peut plus agir, et ça j'en reparlerai après, ça ne veut pas dire qu'on ne peut plus agir une fois que l'enfant a passé un certain âge. On va aborder tout ça. Il y a également le Centre du développement de l'enfant de l'Université d'Harvard qui évoque aussi cette importance des fonctions exécutives. Ils diront notamment qu'il est plus important de développer les fonctions exécutives que de connaître les lettres et les chiffres. En tout cas, à un certain âge, que construire ses compétences est l'une des plus grandes responsabilités de la société et que ça ne se développe pas automatiquement lorsque les enfants grandissent. Et ça, c'est un aspect important. Les fonctions exécutives ne sont pas innées, nous ne naissons pas avec, elles doivent se développer et c'est l'environnement qui va favoriser ou pas leur développement. Donc ça, c'est l'idée principale au niveau du discours finalement qui est tenu par le Centre du développement de l'enfant à l'université d'Harvard, enfin, le travail qui a été fait à l'université d'Harvard. Voilà un petit peu pourquoi parler de ces fonctions exécutives et pourquoi elles sont essentielles et fondamentales. Et c'est pour ça que je proposais cette thématique ce matin. Alors, trois fonctions exécutives, il y en a plus que ça, on pourrait dire, hein, c'est une catégorisation, je le redis toujours, c'est que les fonctions exécutives, c'est une conceptualisation, on peut en lister plusieurs. Moi, je vais garder ce classement-là, en tout cas, cette catégorisation-là, parce que je trouve que ça permet de clarifier les choses et de ne pas se perdre dans une quantité de détails. Bien évidemment, si on faisait une formation que sur les fonctions exécutives, il faudrait aller plus loin pour pouvoir les explorer toutes séparément et dans le détail. Mais moi, je voudrais vous donner ces trois éléments-là pour démarrer, parce que ça me paraît le plus important. Voilà, tout simplement. Alors, je propose de démarrer par... Alors, je vous donne d'abord juste les trois, hein. Mémoire de travail, vous l'avez vu peut-être, flexibilité mentale et contrôle inhibiteur. C'est les trois principales, je dirais. Et je vous propose d'aller un peu plus en détail dessus et de vous donner des éléments, des précisions, des éléments d'explication. N'hésitez pas en tout cas si vous avez des questions, j'ai la conversation juste à côté. Enfin, la discussion, c'est le chat. Alors, mémoire de travail, c'est la capacité à garder une information en mémoire sur un temps court tout en réalisant une autre tâche. Et il y a souvent une grande confusion entre la mémoire de travail et la mémoire à court terme. C'est-à-dire que la mémoire de travail ne fait pas partie, si on prend le classement des fonctions cognitives, il y a dedans, dans les fonctions cognitives, il y a les fonctions exécutives et il y a les mémoires. C'est deux choses différentes. La particularité de la mémoire de travail, c'est qu'elle utilise, elle va utiliser une autre fonction qui est la mémoire à court terme donc ce qui est différente. Et la mémoire de travail, elle va se baser au départ sur la mémoire à court terme pour pouvoir ensuite permettre de réaliser une tâche sans perdre l'information que l'on vient de stocker dans sa mémoire à court terme. Je donne un exemple. Il y a plein d'exemples possibles de la mémoire de travail, mais par exemple, si vous êtes dans votre bureau, vous travaillez tranquillement, puis tout d'un coup vous vous dites, tiens, il faut que j'aille chercher dans la salle
le courrier que j'ai reçu de, je sais pas moi, de la mairie, admettons, voilà. Et puis, donc, vous mettez dans votre mémoire à court terme cet objectif, hein, vous placez ça en disant, tiens, je vais chercher cette feuille-là. Ça se passe soit à voix haute, soit vous le pensez, ou quelqu'un vous le demande, hein, éventuellement, est-ce que tu peux aller chercher, ça peut être au bureau ou à l'école ou je ne sais où, est-ce que tu peux aller chercher le document qui se trouve dans la pièce à côté? Et puis vous vous levez, et puis au passage, eh bien, vous croisez quelqu'un ou vous cognez contre je sais pas moi, le ballon que votre enfant a laissé traîner, et puis vous donne un coup de dent en disant, ah, il a encore laissé traîner son ballon. Bref, une situation qui vient entre-temps, et vous arrivez dans la salle ou dans la pièce où vous vous rendez, et là, vous ne savez plus ce que vous êtes venu chercher. Vous avez oublié. Et c'est pas votre mémoire à court terme qui fait défaut. Là, à ce moment-là, c'est votre mémoire de travail. La mémoire de travail qui vous permet normalement donc de stocker en mémoire, enfin, de garder en mémoire l'information à court terme, tout en faisant autre chose. Donc là, ça peut être de croiser quelqu'un, d'échanger trois mots. Ça peut être de taper dans le ballon et de vous rendre compte que votre enfant, il a toujours pas rangé son matériel et que vous ne savez pas comment faire pour pouvoir régler ce problème des affaires qui traînent, etc. Voilà un exemple où la mémoire de travail, du coup, peut faire défaut. Mais il s'agit bien ici de la mémoire de travail parce que vous stockez une information à court terme tout en faisant autre chose. Et l'autre exemple que je viens donner parce qu'il est très parlant, c'est, admettons qu'on se croise dans la rue, vous me dites, ah Guillaume, c'est super, il faut absolument que je vous appelle, j'ai un projet à vous partager, très bien. Je lui dis, écoutez, je suis vraiment pressé, j'ai mon train qui part là dans 3 minutes. Je lui dis, bah, écoutez, je vous donne mon numéro de téléphone. Et là, je vous donne mon numéro de téléphone, je vous dis mon numéro 06 09 61 38 96, et je lui dis, je vous le redis une deuxième fois, puis je m'en vais. Et là, vous vous retrouvez avec une information placée en mémoire à court terme, mon numéro de téléphone, 06 09 61 38 96. Alors peut-être que vous allez vous le redire, ou je ne sais quoi, mais à un moment donné, il va falloir l'écrire. Il va falloir soit l'écrire sur votre téléphone, soit sur un papier, un bout de papier, ou je ne sais quoi. Et c'est là que vous allez vous mettre en mouvement, prendre un stylo, sortir votre téléphone, déverrouiller votre téléphone, ou sortir le carnet et vous mettre à écrire. Différentes tâches cognitives qui font que si votre mémoire de travail n'est pas suffisamment solide, eh bien, vous allez perdre l'information stockée en mémoire à court terme. Vous voyez? Donc c'est ça l'idée de la mémoire de travail. Et donc en fait, un élève, un enfant, quel qu'il soit, quel que soit son âge, et un adulte, utilise tout le temps sa mémoire de travail. Nous utilisons en permanence notre mémoire de travail. Si vous prenez à l'instant même quelques notes, au moment où vous écrivez eh bien, comment dire, une information que vous entendez ou vous voyez sur l'écran, eh bien, vous sollicitez votre mémoire de travail parce que vous devez stocker dans votre mémoire à court terme l'information. Vous devez la garder en mémoire tout en vous mettant à écrire. Et cette combinaison de tâches, eh bien, est permise grâce à la mémoire de travail. Voilà un petit peu pour expliciter un petit peu ce qu'est la mémoire de travail. Et j'ai mis dans le cadre gris, elle permet de mémoriser et organiser les informations. Je pense souvent, avant d'aller plus loin, je pense souvent aux élèves qui sont en classe et à qui on dit, pardon, à qui on dit, par exemple, hein, c'est un exemple parmi d'autres, mais le prof dit, bon, ben, vous allez faire votre exercice 3, page 12, c'est parti, prenez votre cahier bleu, et puis quand vous avez terminé, vous me dites. Et puis bah, les enfants, ils vont sortir leur cahier bleu, ils vont prendre leur stylo, ils vont ouvrir leur livre, et puis là, Madame, c'est quoi le numéro de l'exercice? Voilà. Et ça, c'est la mémoire de travail. L'enfant qui a une bonne mémoire de travail, eh bien, va pouvoir garder en mémoire l'information tout en cherchant son cahier, son stylo, en se mettant à écrire peut-être la date ou le numéro de l'exercice, etc. Voilà. Je vois Marine qui dit il y a surtout la notion de stocker pour l'utiliser, manipuler l'info. Différence avec les mémoires à court terme. Mais c'est exactement ça, Marine. C'est tout à fait ça. L'idée, c'est de la stocker pour utiliser l'information. C'est tout à fait ça. C'est je garde une information dans la mémoire à court terme, très bien, mais est-ce que j'arrive à en faire quelque chose? Et parce que je vais solliciter d'autres circuits, d'autres aires cérébrales à un moment donné qui vont du coup mettre ou pas en défaut la mémoire à court terme, qui vont faire oublier ce qui a été stocké dans la mémoire à court terme.
Voilà. Donc en effet, hein, c'est bien l'idée en effet de stocker l'information pour pouvoir en faire quelque chose. C'est pour ça que je vous donne l'exemple du numéro de téléphone, de l'information de la page, de dire je vais chercher tel endroit, tel document à tel endroit. Voilà, voilà les exemples très concrets, ce qui montre que finalement on l'utilise en permanence. Et beaucoup d'enfants ont des difficultés dans leur scolarité, dans leur apprentissage, parce que leur mémoire de travail leur fait défaut, tout simplement. Je vois la question de Rita, est-ce qu'un déficit en attention peut avoir un impact sur la qualité de la mémoire de travail? Oui, probablement, enfin c'est même évident qu'un déficit en attention peut avoir un impact sur la qualité de la mémoire de travail parce que si le focus attentionnel eh bien, n'est pas ciblé, hein, s'il n'y a pas un ciblage attentionnel précis, alors je vais avoir une multitude de sollicitations attentionnelles, du coup, hein, je vais avoir plusieurs cibles attentionnelles, et ce qui fait que ça va mettre à rude épreuve eh bien, justement, le processus qui est permis par la mémoire de travail, parce que j'ai plusieurs informations qui viennent et forcément, je perds progressivement, plus rapidement l'information et je ne peux plus l'utiliser, du coup. Voilà un petit peu. Pour ce qui est de la flexibilité mentale, deuxième fonction que je vous propose d'aborder ce matin, eh bien, je le définis comme ça, hein, capacité à détecter ses erreurs, à les corriger et à se montrer créatif. Donc la flexibilité mentale, ça permet d'ajuster nos stratégies en cas d'erreur, de faire preuve de flexibilité et de créativité. Donc c'est un aspect important, la flexibilité mentale aussi de tout apprentissage, parce que sans flexibilité, eh bien, je ne peux pas entrer dans un apprentissage, enfin, je ne peux pas avancer dans un apprentissage, parce que ça veut dire que dès que je suis face à une erreur, hein, je peux peut-être rezoomer dessus hein, si vous voulez noter, dès que je suis dans un apprentissage et que je suis face à une difficulté, face à une erreur, ou un élément où on a pointé que ce n'était pas juste, eh bien, je vais du coup me bloquer. Et j'explique souvent que ce qui aide à repérer ces enfants-là, les enfants qui manquent de flexibilité mentale, alors c'est pas que ça, on va le voir aussi, mais c'est quand même beaucoup lié à ça. On observe les enfants qui, dès qu'ils sont face à une difficulté, une erreur, qui se découragent en disant ouais, je suis nul, ou alors c'est la prof, ou c'est celui qui a donné la consigne qui donne quelque chose de trop dur, donc c'est la faute soit de l'exercice, soit de la personne. Donc c'est une difficulté finalement à accepter l'erreur et à en chercher la cause, chercher la solution, chercher ce qui ne va pas. Et forcément, cette flexibilité mentale, elle est très, très paralysante pour beaucoup d'enfants si elle n'est pas suffisamment développée parce que ils vont du coup pas chercher l'erreur, ils vont pas continuer à avancer, ils vont pas faire preuve de créativité. Et justement, c'était le point que je voulais aborder, c'est que la flexibilité mentale, c'est aussi ce qui permet de développer la créativité. Voilà, donc des enfants, pardon, c'est pas ça que je voulais faire. Les enfants qui manquent de flexibilité mentale sont des enfants qui vont vite s'arrêter dans la tâche face à la difficulté et qui vont pas chercher à dépasser la difficulté. Voilà. Souvent, c'est soit eux qui sont trop nuls, soit l'exercice ou la tâche, soit l'adulte ou la personne qui a donné la tâche. Il y a toujours un autre responsable que le fait qu'il n'ait pas simplement compris le bon mécanisme, qu'ils n'aient pas respecté toutes les étapes données, qu'ils aient oublié quelque chose, etc. Non, ça, c'est justement ce que la flexibilité mentale permet, c'est de dire, ah, si je me suis trompé dans mon addition, c'est peut-être que j'ai raté une des étapes que l'on m'a données. Voilà. Et si on va plus loin ensuite, les enfants qui ont, comment dire, qui ont une flexibilité mentale qui n'est pas suffisamment développée, des enfants qui vont se considérer comme étant nuls, pas doués, et qui vont en fait finalement pas chercher à avancer, pas chercher de solution. Et je pense pour les plus grands, hein, pour les, on va dire collégiens, lycéens, des enfants qui ne sont pas dans cette dynamique justement de chercher ce qu'ils peuvent faire, ce qu'ils n'ont pas suffisamment fait. Est-ce que j'ai suffisamment révisé? Est-ce que j'ai suffisamment écouté en classe? Est-ce que j'ai bien fait ma fiche de révision? Est-ce que j'ai pas fait des erreurs, etc. Donc ils vont pas aller chercher l'origine. Pour ça, je vous renvoie aussi aux travaux de Carol Dweck. Ça s'écrit D-W-E-C-K. Vous connaissez peut-être Carol Dweck qui a écrit un bouquin qui s'appelle euh, Mindset. Donc j'ai mis le nom dans la conversation, Mindset. J'ai pas mis le nom du livre, je vais le mettre tout de suite. Mindset. C'est en anglais, hein, c'est-à-dire mentalité.
et qui parle de la mentalité fixe et mentalité de développement. Eh bien, la mentalité fixe et mentalité de développement est très en lien avec la flexibilité mentale aussi. Voilà. Et je ne vais pas aller plus loin sur ce sujet parce que ça prendrait trop de temps, mais c'est intéressant à explorer aussi cette notion de mentalité fixe et mentalité de développement. Voilà. Et puis, je termine donc avec le contrôle inhibiteur. Contrôle inhibiteur, alors je vais mettre une deuxième un petit cadre gris à côté, mais d'abord, je vous donne cette définition-là. C'est la capacité à se contrôler, à se concentrer et à inhiber les distractions. Ça permet de rester concentré, du coup, de contrôler nos impulsions, nos émotions, ou d'avoir les gestes appropriés. Donc, ici, on a une définition assez large du contrôle inhibiteur qui concerne toute enfin, tout, comment dire, à la fois la partie physique aussi et la partie mentale et aussi la partie émotionnelle. Donc, on a l'idée que le contrôle inhibiteur, c'est vraiment ce panneau stop, cette capacité à dire stop. J'inhibe des distractions, c'est-à-dire que je mets de côté, j'arrête des distractions. Donc c'est vraiment ce qui va permettre du coup de pouvoir se contrôler, mais se contrôler dans toutes les sphères. Ici, là, je vous donne une définition globale, on va dire. Je vous mets maintenant aussi la définition qui est donnée par Olivier Houdet de l'inhibition mentale, et que je trouve aussi très intéressante, la définition de l'inhibition mentale chez Olivier Houdet. Il dit c'est la capacité à contrôler ou bloquer nos intuitions, nos habitudes ou nos stratégies spontanées. Alors, lui, il va parler notamment d'heuristique. L'inhibition est un processus qui se déroule dans le cerveau quand des groupes de neurones relâchent des hormones inhibitrices qui nuisent à l'activation d'autres neurones. La région en question a plus de mal à s'activer ou ne s'activera pas du tout. Alors ça, c'est très intéressant parce que ce que Olivier Houdet, un grand spécialiste de l'inhibition, il explique que tout simplement, quand on leur fait une tâche, il y a des neurones qui sont spécifiques pour cette tâche-là, qui vont s'activer, et d'autres neurones, du coup, qui vont se désactiver. Et c'est ça l'inhibition finalement d'un point de vue mental, c'est la désactivation de neurones dans notre cerveau, on va dire, dont la tâche n'a pas besoin, dont le cerveau n'a pas besoin pour exécuter la tâche. Donc le cerveau va désactiver des neurones pour permettre aux neurones euh, qui sont nécessaires pour la tâche visée, eh bien, de rester, eux, focus et de pouvoir faire le travail. Si cette inhibition mentale n'est pas suffisamment développée, eh bien, les autres neurones restant actifs, l'apprenant, l'enfant, l'individu, quel que soit son âge, eh bien, va être perturbé par d'autres éléments puisque ces autres neurones vont être actifs. Et non seulement il va être perturbé par d'autres éléments, il va porter son attention sur d'autres choses, mais aussi il va avoir des raisonnements qui ne sont pas justes du coup parce que ces raisonnements font appel à des neurones qui ne sont pas nécessaires et qui ne sont pas pertinents pour la tâche visée. Voilà. Donc ici, c'est intéressant aussi, je trouve, d'avoir cette définition-là, je la remets si vous voulez, d'Olivier Houdet, cette idée de pouvoir bloquer nos intuitions, nos habitudes ou nos stratégies spontanées. Alors, je vois le commentaire de Nadine qui dit c'est le cas des enfants en profil TDAH. En fait, c'est évidemment le cas chez des enfants qui ont un trouble notamment lié bon, ici TDAH, c'est celui auquel on pense le plus, notamment le trouble de l'attention avec ou sans hyperactivité, mais pas que en fait. C'est ça qu'il faut comprendre, c'est que le défaut d'inhibition, il ne touche pas que les enfants ou les individus qui ont un trouble. Vraiment, ça peut toucher tout le monde. Mais ça va être plus fort chez les enfants qui ont évidemment un diagnostic avec enfin, un diagnostic de trouble. Un TND, quoi. Je vois la question d'Aurélie, est-ce que les profils HPI auront des difficultés dans le contrôle limiteur car pensez en arborescence? Alors, les HPI, non. Je ne sais pas s'ils ont un défaut dans le contrôle limiteur. Moi, je parlerai d'autre chose parce qu'en effet, ils ont une pensée en arborescence, c'est-à-dire qu'ils vont rapidement au résultat. Euh, Ce qui va être plus, je suis pas certain que l'inhibition soit le problème principal. Ça va dépendre des profils une fois de plus. Il faut savoir quand même que un des symptômes du HPI est quand même très souvent le TDAH. Donc,
quand c'est le cas, et c'est quand même assez fréquemment le cas, on va retrouver aussi des difficultés au niveau de l'inhibition. Comment dire, la problématique du haut potentiel intellectuel, c'est en effet d'aller rapidement à un résultat, de voir rapidement ou de trouver rapidement une solution, un résultat, etc. Et de pas savoir passer par le bon chemin, ou en tout cas de ne pas pouvoir traduire le chemin par lequel il est passé. Alors, en effet, hein, le HPI peut cacher un trouble. Le HPI n'étant pas un trouble, je rappelle, hein, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, avec tout, avec ces changements d'appellation, maintenant on parle de troubles neurodéveloppementaux, dans lequel on va mettre tous les troubles, voilà, que ce soit le TDAH, ce qu'on appelle traditionnellement, on appelle communément les 10. Hein. Dedans, on va avoir aussi le TSA, on va avoir tous les troubles du comportement. Le HPI est un fonctionnement, mais en effet, le HPI peut aussi être en lien, évidemment, avec un trouble. Voilà, merci pour les commentaires. C'est chouette de pouvoir avoir cet échange aussi, même si parce que c'est vrai que du fait que vous soyez nombreux, on ne peut pas échanger de vive voix comme ça, mais là, le chat permet de le faire, donc c'est super. Voilà, donc voilà un petit peu. Bah, je vois qu'il y en a qui doivent nous quitter. Bien sûr, il y a le replay si jamais vous avez un impératif, bien évidemment. Voilà, malheureusement, vous pourrez pas jouer pour gagner la pochette avant de c'est dans ta tête. Voilà. Mais sinon, je continue moi maintenant du coup, sur une étude peut-être que vous connaissez qui est très, enfin, qui est très connue. Ça dépend des milieux, ça dépend des personnes. L'étude du chamallow ou du marshmallow, parce que ça s'appelle comme ça, le marshmallow qui a été faite par Walter Mischel, qui est un professeur américain spécialisé dans la psychologie à l'université de Stanford. C'est une étude qui date, hein, parce que l'étude du chamallow, si je ne me trompe pas, je crois que c'est les années 60 ou 70, quelque chose comme ça, donc une étude qui date, mais qui a été très reprise et qui a fait l'objet de beaucoup d'analyses finalement. Je vous montre un petit passage de cette étude-là, simplement pour introduire. Juste pour la présenter, parce qu'il n'y a pas d'explication, vous allez voir des enfants qui sont placés dans une pièce avec un chamallow devant eux, et la personne vient leur expliquer, une personne vient leur expliquer, leur donner le chamallow et leur dire que s'ils attendent 15 minutes, eh bien, les enfants auront droit à un deuxième chamallow au bout des 15 minutes. Et cette étude a été faite essentiellement avec des enfants de 4 à 6 ans, qui ensuite ont été observés pendant plusieurs années, puisqu'on les a étudiés, on va dire, jusqu'à l'âge adulte. Voilà. Est-ce que vous avez bien le son? Non. Vous n'avez pas le son du tout? Ah, pourquoi vous n'avez pas le son du tout? Ça, c'est dommage. Bon, c'est pas très grave. C'est de la musique. Il n'y a pas besoin Ça, par contre, je ne comprends pas pourquoi vous n'avez pas le son. Je vais juste. Voilà, ça ici. Peut-être que c'est là. Hop. Allez, c'est pas très grave si vous n'avez pas le son. Je comprends pas pourquoi vous l'avez pas. Euh, et je relance. Okay, signature. All right, here's the deal. Marshmallow for you. You can either wait, and I'll give you another one if you wait, or you can eat it now. Si vous n'avez pas le son, vous n'avez pas entendu que la personne lui a expliqué la consigne, simplement en anglais, c'est en anglais. When I come back, I'll give you another one. So then you'll have two. But stay in here and stay in the chair till I come back, okay? All right. I'm gonna go do something and then I'll come back. It smells yummy. It smells really good.
It's up to you. You can have it now or you can wait. Okay? I'll be back. Stay in the chair, okay? Okay. All right. So Hop là, pardon. Excusez-moi, il y a hop, une petite coupure. C'est ça qui va pas. Voilà. Eh ben, back, okay? So you can either eat it right now or you can wait. Either way, okay? How'd you do? You did good? You did? You wanted to eat it, didn't you? Yeah. So did I tell you to give you another one? Okay, now you can have both. You need them. voilà. Donc ici, cette étude du chamallow, du marshmallow, qui est intéressante dans le sens où elle a permis en fait d'observer ces enfants-là qui ont participé à cette étude-là quand ils étaient tout jeunes, du coup entre 4 et 6 ans, ils les accompagnaient jusqu'à leur âge adulte et puis ils ont observé qu'il y avait des enfants évidemment qui avaient su attendre, su résister à la tentation de manger le chamallow et d'autres pas. Et en observant au fil du temps l'évolution des enfants, ils se sont rendus compte que, hop là, ils se sont rendus compte qu'il y avait les enfants qui avaient réussi à tenir bon, eh bien, avaient dans leur vie de bonnes relations sociales, une bonne gestion du stress, une bonne estime d'eux-mêmes, une bonne expression orale et écrite, de bonnes études universitaires, un emploi satisfaisant, épanouissant, pas de problème d'alcool ou de drogue et une bonne santé. Donc il y avait cette observation faite, c'est que les enfants qui avaient su tenir, qui avaient résisté, eh bien, avaient dans leur vie socio-professionnelle plus d'atouts, on va dire, et plus d'épanouissement. Et évidemment, et le lien a été fait avec les fonctions exécutives parce que, notamment ici, c'est beaucoup le contrôle inhibiteur qui est mobilisé. Et ils ont pu observer que en observant, enfin, en étudiant et en évaluant le quotient intellectuel de ces enfants-là, que les enfants qui avaient réussi à tenir bon, qui avaient fait preuve d'inhibition, eh bien, n'étaient pas forcément ceux qui avaient le meilleur quotient intellectuel. Même si aujourd'hui on sait avec des recherches assez récentes qu'il y a aussi quand même une corrélation entre les fonctions exécutives et le quotient intellectuel, toujours est-il que c'est pas le quotient intellectuel qui est prédictif de réussite socio-professionnelle. En tout cas, il est beaucoup moins prédictif que ne le sont les fonctions exécutives. Des individus qui ont bien développé leurs fonctions exécutives sont des individus qui vont avoir euh, plus de chances au niveau de leur vie socio-professionnelle, eh bien, de se développer de manière épanouissante. Voilà. Au niveau de la période de développement et des repères chez le jeune enfant, simplement pour vous donner quelques éléments, je vais zoomer dessus. Il y a ce qu'on appelle une fenêtre d'occasion dans le développement. Ça ne veut pas dire que c'est le seul moment où les compétences et les fonctions exécutives vont se développer, mais c'est que c'est le meilleur moment. Vous voyez, on voit la courbe ici qui augmente entre 3 et 6 ans. Eh bien, c'est ce qui est aujourd'hui observé, c'est que le meilleur moment pour favoriser le développement de ces fonctions exécutives, c'est l'âge qu'on appelle traditionnellement l'âge de la maternelle, le 3-6 ans, même si ça commence avant évidemment.
mais c'est le moment, c'est voilà, c'est d'un point de vue purement cognitif, c'est une fenêtre d'occasion, une fenêtre d'opportunité où l'enfant va plus facilement développer ses fonctions exécutives, tout simplement. Et l'idée, ça va être justement de pouvoir mettre en place, et là on revient à ce que disait l'université d'Harvard, ce que disait Adèle Diamant, de mettre en place des programmes pour les enfants de cet âge-là qui permettent le développement de ces compétences, de ces fonctions exécutives, plutôt que de les faire entrer dans des apprentissages déjà scolaires, parce qu'il est parfois justement nécessaire de les retarder pour s'assurer que ces compétences sont bien développées. Moi, par exemple, au regard de ça, j'ai développé du coup la formation qui s'appelle Materne-Action, que je donne dans les écoles maternelles, primaires, enfin élémentaires, beaucoup pour les maternelles, mais j'invite souvent les enseignants aussi de CP pour pouvoir donner des outils aux enseignants pour développer justement ces fonctions exécutives notamment et faire de cet âge 3-6 ans un âge où l'enfant développe vraiment ses fonctions exécutives. Donc quelques indicateurs positifs qui montrent que les fonctions exécutives sont en cours de développement chez le jeune enfant notamment. Là, c'est pour parler seulement du jeune enfant, mais on retrouvera des indicateurs identiques en séance individuelle, en classe, à la maison, chez des enfants plus grands, chez qui on observe à un moment donné, eh bien justement, enfin chez qui il y a une intégration, un développement de ces fonctions exécutives. C'est l'envie de faire seul. Alors ça, chez l'enfant de 3 à 6 ans, même parfois plus tôt, hein, dès 2 ans, 2 ans et demi, elle a envie de faire ça, elle est très forte. La concentration profonde dans la réalisation d'une tâche, ça c'est aussi quelque chose qui est un repère. Le fait que, alors évidemment, hors écran, on met de côté ici, je ne parle pas des écrans, parce qu'évidemment, devant un jeu vidéo, devant un film ou un dessin animé, la concentration, en fait, c'est pas vraiment un mode de concentration, enfin, si, c'est un mode de concentration, mais spécifique, qui est un mode un peu qui se rapproche de l'hypnose, hein. Les écrans vont avoir cet effet-là. Donc on est dans un mode alpha qui est très différent d'une concentration sur un puzzle, sur un jeu, sur un exercice, etc. Et puis la grande satisfaction de l'expérience vécue et de la répétition de cette expérience. D'ailleurs, c'est ce qu'avait bien compris Maria Montessori, c'est que il est important de permettre à l'enfant de refaire. C'est en donnant la possibilité à l'enfant de reproduire plusieurs fois une activité, une tâche, un exercice et autres, qu'il se l'approprie et que d'un point de vue cognitif, il y a une mise en place finalement naturelle de l'automatisme. Voilà. Ça, c'est un élément important. Alors, je regarde, j'en profite, je viens de voir qu'il y a des questions, excusez-moi, je ne suis pas forcément. Y a-t-il des chiffres significatifs, proportion d'enfants qui attendent ou non en fonction de l'âge? Ah, par rapport à l'étude. Non, j'ai pas, y a pas, parce que l'âge est assez, enfin, c'est des enfants de 4-6 ans, donc moi, j'ai pas lu là-dessus. Et je regarde si est-ce qu'il y a en amont des données communes d'éducation chez ceux qui ont pu tenir. Ah, bon, je vois la question, le lien avec l'aspect éducatif, en effet. Je ne sais pas si comment ça a été pris en compte. Ce qui est certain, c'est que j'ai envie de dire que forcément qu'il y a un aspect éducatif en jeu dans le développement des fonctions exécutives. Forcément. On va le voir d'ailleurs juste après. La façon dont les fonctions exécutives se développent, c'est forcément relié à l'environnement. C'est forcément relié à ce que l'on fait faire à l'enfant et comment on lui fait faire. Donc l'aspect éducatif est forcément en jeu. Et justement, l'idée derrière ça, c'est aussi d'encourager les parents à favoriser des activités et une posture, parce que c'est pas que dans l'activité, c'est aussi dans la posture, favoriser une posture et des activités qui vont développer ces fonctions exécutives. Voilà, je vois la question de Mich. Peut-être la formation Materne-Action. Alors, c'est une formation que je peux donner en ligne, enfin en distanciel, mais pour le moment, elle n'existe pas en e-learning. Si c'est ça la question, en e-learning, elle n'existe pas à proprement parler. Je vois la question de Mathilde. Donc, l'apprentissage Montessori pour les maternelles serait plus adapté et éducatif qu'un apprentissage classique. Alors, ça dépend ce qu'on met derrière un apprentissage classique. Mais en effet, disons que la force chez Maria Montessori, c'est de développer, en effet, ça va être de développer le sensoriel, ça va être de développer la vie pratique, la vie quotidienne, etc. Ça, c'est évident. Et j'ai envie de dire que, bon, voilà, c'est ce que Montessori a compris. Aujourd'hui, on appelle ça du Montessori. Moi, j'ai rien contre. Simplement, faire nettoyer la table à un enfant, faire ramasser quelque chose qu'il a fait tomber, lui faire faire de la cuisine et autres, c'est d'abord la vraie vie.
Voilà. Et d'ailleurs, on va y venir si vous voulez bien, justement. C'est que quels sont les facteurs propices pour le développement de ces fonctions exécutives? Alors attention, ici, je vais d'abord parler du jeune enfant, mais une fois de plus, on va pouvoir transférer ça à tout âge. Eh bien, ce qui est certain, c'est qu'il a été démontré que la participation aux tâches ménagères a un impact très positif, enfin, va développer énormément les fonctions exécutives. Il y a cette étude hein, hop là, attendez, je mets dessus. Non, je vais peut-être trop vite. Voilà. Cette étude de Marty Rossmann. Alors, cette étude de Marty Rossmann, elle date il y a au moins 30 ou 40 ans, mais elle a été reprise deux ou trois fois. Donc, il y a des versions qui sont plus récentes, mais qui ont donné les mêmes résultats, voire même plus encore. C'est avec un constat simple, c'est que impliquer les enfants dans le quotidien, dans les tâches ménagères, mais pas que les tâches ménagères, dans le quotidien en fait, eh bien, ça va avoir un impact très positif sur la maîtrise de soi, le sens des responsabilités, l'autonomie, la relation avec la famille et les amis, les performances académiques, une meilleure indépendance financière. Et en fait, ils font le lien simplement avec le fait que cette implication dans le quotidien va favoriser le développement des fonctions exécutives. Mais toutes ces études qui ont été menées insistent sur un point essentiel, c'est que il n'y a pas de il faut, c'est que si l'on veut avoir le maximum de bénéfices, eh bien, c'est en impliquant le plus jeune possible. Et notamment l'étude de Marty Rossmann est intéressante pour ça, c'est qu'elle montre qu'un enfant que l'on intègre, que l'on implique dans les tâches quotidiennes à partir de 7 ans, va moins bien développer, aura des fonctions exécutives moins développées que l'enfant qui aura commencé à 3 ans. Voilà. Je regarde la conversation. Un enfant de 2 ans et demi, l'apprentissage peut se faire uniquement par des livres et des cartes ou des supports audiovisuels serait un plus. Euh, j'ai envie de dire qu'un enfant de 2 ans et demi, l'apprentissage se fait d'abord avant les livres et avant les supports audiovisuels. Le mieux, c'est le réel, la manipulation, c'est l'implication dans le mouvement, dans le quotidien, avant d'être sur des livres et des cartes. Bien sûr que les livres sont très importants, il va falloir lire des histoires, voilà, bien évidemment. Mais d'abord, c'est dans le mouvement, c'est dans le quotidien, c'est dans le fait de faire les activités du quotidien. En effet, Delphine, tout ça c'est inspiré évidemment des lois naturelles de l'enfant de Céline Alvarez. Enfin, Céline Alvarez s'est elle-même appuyée sur les études et on retrouvera ça tout en détail dans son livre Les lois naturelles de l'enfant. Je vois le commentaire de Brigitte qui dit c'est l'idée de donner un cadre et des responsabilités. On peut le faire à l'école avec un tableau des tâches. Tout à fait. Ces choses-là, alors moi dans la formation Matin en Action, je vais justement accentuer là-dessus. C'est comment est-ce qu'on peut faire entrer le quotidien à l'école et comment on peut y réfléchir. Il y a un autre aspect qui vient d'ailleurs de Montessori, pourtant je ne suis pas moi-même formé, on va dire, à Montessori, mais c'est l'ellipse qui est intéressante, hein. L'ellipse est un bon moyen de développer les fonctions exécutives, faire différentes activités sur l'ellipse. Pour ceux qui connaissent, bon, évidemment Montessori, c'est du connu. Après l'ellipse, simplement le tracé au sol, je me souviens d'une école à Annecy, que j'ai accompagné pendant 2 ans, qui, comment dire, voilà, m'avait demandé de faire de la supervision pédagogique et donc je venais une fois par mois pour observer ce qui se passait en classe, pour faire des débriefings avec les enseignants et de la formation. Et en fait, on avait travaillé sur justement le tracer au sol dans la cour de récréation eh bien, une ligne et faire des activités aux enfants dessus, comme par exemple bah, simplement marcher sur la ligne tout en tenant un objet, etc. Ça, c'est un outil qui est très simple. Et puis, alors, l'ellipse, ça vient de Montessori, mais on peut le faire simplement aussi sur une ligne, hein. L'avantage de l'ellipse ou du rond, c'est que, il y a une continuité. On peut le faire plusieurs fois. Il y a une continuité dans le mouvement. Alors, il y a aussi un autre lien chez Montessori, c'est parce que l'ellipse, c'est aussi en lien avec le système solaire. Enfin, ça permet d'aborder plein de thématiques. C'est très réfléchi, j'ai envie de dire, au niveau des matières aussi scolaires. Alors que là, ici, moi, je vous parle d'abord simplement du simple fait de faire marcher l'enfant et de lui faire faire des activités en marchant. Euh, je vois le commentaire, même avec des enfants en difficulté, oui, avec des troubles importants, oui, ça s'utilise à tout âge. Je vous propose de passer à... Hop, ça, je ne vais pas aborder parce que le temps passe et que j'aimerais quand même respecter un minimum mon timing avec vous. Et évidemment, moi, je vais utiliser beaucoup Multimove, d'ailleurs en séance individuelle, pour développer les fonctions exécutives.
je vais utiliser du multimove et je vais utiliser la rééducation. Moi, ce matin, je vais vous parler de multimove parce que ici, on est sur j'ai envie de dire, une méthode et un outil qui est le premier que j'utilise et le plus important pour pouvoir favoriser l'ancrage enfin, le développement de ces fonctions exécutives. Soit en séance individuelle, soit à la maison, évidemment. Ça peut se faire en classe parce que je forme aussi les enseignants pour cet outil-là. C'est une formation que je donne aussi beaucoup dans les écoles. Continuons du coup sur Multimove et les fonctions exécutives. D'abord, qu'est-ce que c'est que Multimove? Voilà, peut-être qu'il y en a qui ne connaissent pas du tout. Je vous montre cette petite vidéo qui est très très courte. Voilà. Donc ça, c'est petite présentation. Je vous rassure, la vidéo était en accéléré. Ça, c'est pour rassurer tout le monde. Le but, c'est pas d'aller vite comme on l'a vu. Euh, donc, Multimove, vous l'avez vu, c'est une méthode avec des balles de rebond, des sacs de sable. C'est le matériel principal. Vous voyez ici aussi, j'utilise des cerceaux. Ici, on voit un petit peu, il y a un cache-œil en noir. On le voit pas très bien ici. Un cache-œil. Voilà, c'est le matériel principal. J'utilise également beaucoup la planche d'équilibre. Ça, j'aurais pas l'occasion de développer ce point-là, mais c'est vrai que j'utilise énormément et je travaille beaucoup sur le système vestibulaire, en fait, dans Multimove et pas que dans Multimove d'ailleurs, en général. Et il y a également, comme matériel entre guillemets, mais là évidemment ça fait pas partie du matériel qui est inclus dans le coffret quand les gens prennent le coffret, il y a le métronome, parce qu'en fait le métronome il est sur téléphone, aujourd'hui il y a plein d'applications gratuites, mais en fait c'est le rythme, on va utiliser beaucoup le rythme, soit métronome, soit musique, donc la pulsation. Alors, je précise tout de suite que certains peut-être se disent, ah, mais ça me fait penser à Balavisix, ça me fait penser à Brain Ball, ça me fait penser à ci ou à ça. Évidemment que le concept des exercices avec les balles de rebond, tiens, d'ailleurs, j'ai ici quelques balles, et puis des sacs de sable, c'est un concept qui a été développé par Bill Hubert il y a déjà plusieurs dizaines d'années, plus d'une quarantaine d'années aux États-Unis. Bill Hubert, d'ailleurs, qui nous a quittés l'année dernière, si je ne me trompe pas, ou cette année, je sais plus, je sais qu'il est décédé tout récemment et qui a développé tout un ensemble qui s'appelle Balavisix, toute une méthode, voilà, qui est la base en fait de tout ce qui existe aujourd'hui autour des balles de rebond, des sacs de sable. C'est lui qui est l'initiateur et j'aime bien rendre à César ce qui appartient à César. Donc je le mentionne et je le remercie vivement pour tout ce qu'il a développé. Moi, j'ai pas eu la chance de me former avec Bill Hubert, ni de me former avec lui, ni de me former à Balavisix. Et en fait, quand j'ai découvert les exercices avec les balles de rebond et les sacs de sable, c'est avec une autre personne qui s'appelle Jean-Philippe Collet, Bal C+, et qui s'était lui-même formé avec Bill Hubert, en tout cas qui avait commencé la formation avec Bill Hubert, et Jean-Philippe Collet est prof de PS. J'ai découvert ça en 2019, je trouvais ça très intéressant et je trouvais que ça allait vraiment dans cette idée de ce que je développais déjà, qui est la rééducation, qui travaille beaucoup justement sur la face immergée de l'iceberg. Je me dis, mais on a encore beaucoup sur les fondations, et du coup j'ai approfondi, j'ai creusé. Et c'est comme ça que j'ai développé Multimove. Alors, quelle est la spécificité de Multimove? Alors, juste d'abord, je précise que dans Multimove, il y a plus de 80 exercices en tout. Ce sont des exercices qui se font soit seuls, soit en binôme, comme vous l'avez vu, soit en groupe. Donc là, quand je dis en groupe, pour l'avoir expérimenté, on peut le faire à 40, 50, sans problème. Et puis on a comme matériel, donc ça je l'ai dit, sac de sable ou des balles de rebond, c'est le matériel de base. La particularité de Multimove, parce que j'ai déjà eu des commentaires d'ailleurs fort désagréables, mais bon ça c'est la vie, c'est comme ça, de personnes qui sortaient de formation Balavisix et qui tombaient sur mon site et qui disaient oui, Multimove c'est une copie de Balavisix. Donc j'invite ces personnes à venir se former à un Multimove parce que c'est très différent. Il y a une grande spécificité en Multimove, c'est la pédagogie de la parole avec ces 5 secrets d'apprentissage qui permet de favoriser un mouvement conscient et structurant. Et d'ailleurs, aujourd'hui, les personnes qui se forment en multimove, qui ont fait Balavisix notamment, ou qui ont fait Brain Ball, ou d'autres approches de ce genre, eh bien, expérimentent qu'il y a vraiment une très grosse différence et que je ne fonctionne pas du tout de la même manière parce que derrière multimove, il y a une pédagogie et il y a une approche neurocognitive, c'est-à-dire que je cherche dans le travail multimove à développer certains circuits
neuronaux plus que d'autres, et pour favoriser un apprentissage et un fonctionnement de l'individu qui soit beaucoup plus conscient, beaucoup plus structurant, et qui va se concrétiser dans Multimove par ce que j'appelle le protocole 3D, qui est le protocole d'entrée dans les exercices. L'objectif, c'est d'éviter que l'individu, eh bien, soit en mode perception, action. C'est-à-dire, je te montre, tu refais. C'est d'éviter le mode essai-erreur. Le mode essai-erreur qui est un mode aujourd'hui qui, de plus en plus, qui a été très à la mode pendant une vingtaine d'années en pédagogie notamment. Et aujourd'hui, on en revient. Alors, pas partout. Et même si on en revient d'un point de vue théorique, eh bien, dans la pratique, on y est encore beaucoup. Et le problème du mode essai-erreur, c'est que c'est un mode qui, en fait, derrière ça, sollicite certains circuits neuronaux et qui sont des circuits neuronaux qui sont efficaces à court terme ou qui sont pas du tout efficaces pour des tâches complexes. L'idée de la pédagogie de la parole, c'est de favoriser un apprentissage qui soit durable, efficace et épanouissant parce qu'il va solliciter les circuits neuronaux qui permettent justement d'arriver à une action, quelle qu'elle soit, mentale, physique ou autre, la réalisation d'un exercice, la réalisation d'un mouvement, mais de manière consciente, qui est le fruit d'une analyse, d'une observation, d'une réflexion, et donc qui va pouvoir être reproduit plus facilement et aisément dans la durée parce qu'il est passé d'abord par une phase d'observation d'analyse. Et on sort du mode, en pédagogie de la parole qu'on appelle le mode intuitif, un mode réflexe, pour aller vers un mode conscient qui est un mode qui sera beaucoup plus durable. Alors, je vois le commentaire de Brice Levi qui dit verbaliser ses procédures. Alors, il s'agit pas seulement de verbaliser les procédures, mais ça sera notamment un des processus en effet. Mais disons qu'il y a plusieurs, hein, il y a plusieurs aspects. Alors, du coup, ça, c'est la spécificité de Multimove. Sur quoi Multimove agit? Eh bien, du coup, évidemment, Multimove va se situer au niveau de la partie immergée de l'iceberg. On va agir essentiellement sur cette partie. Pourquoi? Parce que dans Multimove, on joue avec des balles de rebond et des sacs de sable. On a un cachet éventuellement, un cerceau, on a un métronome, on a de la musique. Voilà, on va peut-être une planche d'équilibre, on va se mettre sur un pied ou je ne sais quoi. Donc, on va être que dans ce mode de fonctionnement, cette activité-là qui n'est pas du tout scolaire dans le sens il n'y a pas de lecture, il n'y a pas d'écriture, il n'y a pas de calcul, il n'y a pas de géométrie, il n'y a pas tout ça. On est donc bien évidemment sur la partie des fondations. Et du coup, Multimove va agir pas seulement, si vous regardez, je vais zoomer dessus, on va agir pas seulement sur les fonctions exécutives, mais beaucoup, et je vais y revenir, justement, je vais détailler ça, mais on va agir sur toutes les autres fonctions cognitives. La particularité de Multimove, c'est que ça permet de développer aussi les autres fonctions cognitives. Et comme on sait que les fonctions cognitives, elles sont à la fois isolées et interconnectées, eh bien, le fait d'agir sur l'ensemble va avoir plus d'efficacité. Donc le langage, évidemment, parce que c'est basé sur la pédagogie de la parole et qu'on va mobiliser beaucoup le langage. Parce que dans pédagogie de la parole, évidemment, les gens pensent à parole verbalisée, très bien, mais il n'y a pas que ça. Mais c'est vrai que ça fait partie. La motricité, évidemment, là, c'est pas difficile. Motricité globale, mais aussi motricité fine sur certains exercices. Les perceptions sensorielles plus, j'ai pas le temps de le développer, mais 5 des 8 perceptions sensorielles sont mobilisées dans Multimove, à savoir l'équilibre, la proprioception, le toucher, la vue et l'ouïe. Les mémoires sont mobilisées. Et puis, évidemment, toute la partie attentionnelle et les fonctions exécutives. Donc, Multimove va agir sur toutes ces fondations-là, en fait. Ça, c'est vraiment la force, je dirais, de Multimove, c'est qu'on va impacter très fortement cette partie des fondations cognitives qui va améliorer du coup et avoir un impact sur la partie émergée de l'iceberg. Et ça, c'est toujours ce qui surprend les parents. Et c'est tout le travail des professionnels d'ailleurs qui se forment, hein, qui deviennent, qui se certifient en multimove, c'est de pouvoir expliquer aux parents l'importance de passer par des séances multimove avant de travailler sur de la lecture, de l'écriture, etc. Je pense à des graphos qui se forment et qui font du multimove parallèlement ou avant pour pouvoir poser correctement les bases et ensuite aller travailler sur la partie plus émergée. C'est pareil pour rééducation, c'est le même fonctionnement. Voilà un petit peu. Rapidement, enfin non, pas rapidement, je prends le temps de parler de multimove et des fonctions exécutives. Pourquoi est-ce que multimove permet de développer les fonctions exécutives? Pour ça, je vais prendre un exercice de ce type-là. Je vais juste enlever le visuel 2 secondes. Imaginez que j'ai un sac, voilà, j'ai un sac de sable. Je ne sais pas si vous le voyez bien, mais je pense que oui. J'ai un sac de sable et l'exercice, admettons qu'on va prendre un exercice de base. L'exercice, ça va être de lancer, attraper le sac
puis le passer dans l'autre main. Et puis de nouveau, lancer, attraper, passer dans l'autre main. Donc ça donne je lance, j'attrape, je traverse la ligne médiane, je lance, j'attrape, je traverse la ligne médiane, je lance, j'attrape. Donc on va partir sur cette base-là. Donc c'est juste pour donner un exemple, hein, pour illustrer en même temps. Si je vais sur la mémoire de travail, eh bien, voilà, je zoome dessus. Il y a dans les exercices multimove une sollicitation permanente de la proprioception. Vous voyez, quand je vais juste enlever le visuel, quand je lance et j'attrape, eh ben, la proprioception est mobilisée parce que la proprioception, c'est la conscience de soi dans l'espace. C'est la conscience de là où se trouve mon corps par rapport à l'espace. Donc, c'est si je lance, c'est où se trouve ma main par rapport au sac. Donc, il y a la proprioception qui est mobilisée, bien évidemment, qui est associée à la vue, mais c'est deux sens très différents. Donc, la proprioception est mobilisée dans ce mouvement-là, mais si je traverse ma ligne médiane pour aller poser le sac dans l'autre main, j'ai aussi la proprioception qui est mobilisée. Donc la proprioception est tout le temps mobilisée. Pourquoi je vous parle de la proprioception? Eh bien parce que il y a notamment une étude très intéressante qui a été faite par le docteur Ross Allaway, qui a été faite en Floride, euh, et qui a montré il dit cette recherche suggère qu'en accomplissant des activités de proprioception qui nous font réfléchir, nous pouvons exercer notre cerveau en même temps que notre corps, enfant comme adulte. Et en fait, cette étude a démontré que le fait de faire des exercices proprioceptifs dans lesquels il y a aussi une dimension d'anticipation, de réflexion, c'est-à-dire que pendant que je fais des exercices proprioceptifs, je pense à ce qui va suivre, l'exercice suivant, la tâche suivante, l'étape d'après, etc. Par exemple, dans les exercices qu'il donnait, c'était de donner un parcours à des adultes et de leur demander de passer donc dans le parcours, de passer sur la chaise, puis après de passer autour du plot, de faire 3 tours à tel endroit, etc. Donc au fur et à mesure qu'ils faisaient des exercices mobilisant la proprioception, eh bien, il devait penser à l'étape d'après ou au nombre de tours qu'il devait faire, etc. Et donc ça mobilisait non seulement la proprioception, mais aussi l'anticipation, qui est une fonction exécutive d'ailleurs si on déclinait les différentes fonctions exécutives que je vous ai données. Et donc le fait de mobiliser ça ensemble, ça va avoir un impact justement sur la mémoire de travail. Ils se sont rendus compte que la mémoire de travail avait augmenté considérablement chez les adultes qu'ils avaient accompagnés dans cette étude, enfin à qui ils avaient fait faire les exercices. Voilà. Et les exercices multimove vont vont mobiliser déjà la proprioception, première chose. Et deuxième chose, dans les exercices multimove, je l'ai écrit juste là, c'est ce qui est écrit tout en bas, ce sont des exercices avec des structures, enfin on va mettre en place des exercices avec des structures définies. Toutes les personnes qui ont fait une formation avec moi, à un moment donné ou à un autre, j'aurais dit, bah, tiens, par exemple, l'exercice que je viens de vous montrer là, on va dire qu'on va faire, par exemple, je vais donner un exemple, on va dire qu'on va faire quatre lancers, deux passages, ou trois, on va dire 3 passages, et puis ensuite 2 lancers. Voilà, donc ça va faire 4 lancers, 3 passages et 2 lancers. Et donc, au moment où je me mets à faire mon mouvement, un lancer, 2 lancers, 3 lancers. Je dois commencer à réfléchir à ce qui vient après. Un passage, 2 passages, un lancer, 2 lancers. Donc je dois penser à ce qui vient après. Donc je suis dans la proprioception, je suis dans l'anticipation de ce qui vient juste après, le fait de penser à ce qui vient après. Et tout ça, ça renforce la mémoire de travail. Voilà pour cet aspect-là. Ça, c'est très important. Je vois dans les commentaires, je fais des petits allers-retours de temps en temps, hein. Oui, c'est aussi ce qu'on appelle les stratégies de détour et le pas de côté indispensable pour réussir à aborder l'apprentissage plus sereinement. En effet. Réhabiliter le corps. Je vois le commentaire sur oui, réhabiliter le corps, c'est indispensable et le multimove va permettre de redonner la place au corps. En rééducation, je développe les 4 entrées de l'apprentissage conscient. Et dans la première entrée de l'apprentissage conscient, c'est disposer le corps. Et dans disposer le corps, il y a le corps conscient, il y a le calme émotionnel. Donc, le corps est la porte d'entrée de l'apprentissage. Et ici, c'est de se rendre compte qu'en fait, quand on dit que le corps est la porte d'entrée de l'apprentissage, des fois on le comprend en disant bah, c'est le corps. Mais oui, mais en fait, c'est le corps en lien avec le cerveau, avec tout ce qui mobilise au niveau cérébral. Et pour ça, je vous invite à lire le livre de Lucie Vincent. Je vous l'écris peut-être dans le chat. Lucie Vincent, le livre qui s'appelle Faites danser votre cerveau. Et elle explique tout ce lien qu'il y a entre
le corps et le cerveau, finalement, les muscles, le mouvement et le développement du cerveau. Et c'est hyper intéressant de se rendre compte que finalement, quand on parle du corps, on parle du cerveau aussi. Simplement, on ne parle pas des stratégies cognitives, c'est juste toute la différence. Donc l'idée, c'est d'associer les deux. Multimove, c'est du brain gym. Non, je vois le commentaire de Maud. Multimove n'est pas du brain gym. Multimove est très complémentaire. Le brain gym, c'est très différent. C'est une approche éducative par le mouvement voilà, qui propose de faire certains mouvements. Là, ici, le multimove n'est pas du brain gym dans le sens où le brain gym, c'est 26 mouvements spécifiques. D'accord? Multimove, ce sont des exercices avec des balles de rebond, des sacs de sable qui n'ont pas du tout la même origine. Le brain gym va être basé sur plusieurs approches, la médecine chinoise, sur la kinésithérapie, sur l'orthopsie, etc. Donc, c'est basé sur plusieurs choses qui est très différent. Voilà, mais c'est très complémentaire, cela dit. Peut-être que la question est posée parce que j'en parle aussi. Je l'utilise, le Brain Gym, aussi de manière complémentaire au Multimove, mais disons que c'est mis en synergie, c'est pas la même chose. Voilà, la flexibilité mentale, je propose d'aller parler un peu de la flexibilité mentale et de Multimove. Pourquoi est-ce que Multimove développe la flexibilité mentale? Bon, bah là, c'est assez facile à comprendre pour deux raisons. Il y a la première chose que j'ai mise en haut, c'est nécessité permanente de chercher comment améliorer son geste. En permanence, l'individu, l'apprenant, quel que soit son âge, parce que dans les formations, j'ai évidemment beaucoup d'adultes, parce que je forme les personnes qui ensuite vont transmettre cet outil-là, enfin qui vont l'utiliser en séance ou en classe et autres, ou à la maison. Et donc, même les adultes vont devoir chercher comment améliorer leur geste, comment améliorer le mouvement, euh, trouver le bon chemin pour pouvoir, à un moment donné, réussir le mouvement. Donc ça, c'est une première chose. C'est-à-dire que si je vous présente l'exercice qui est deux sacs, deux mains, donc là, voilà, je vous le montre. Deux sacs, deux mains, l'exercice, c'est lancer un sac en arc-en-ciel, donc dans l'autre main, passer le sac dans la main droite, dans la main gauche, et rattraper le sac qui a été lancé. Voilà. Eh bien, à ce moment-là, au départ, les personnes vont bugger un petit peu, etc. Si on les laisse faire en mode totalement réflexe, intuitif, sans analyse. Mais avec le protocole de la pédagogie de la parole, on va décrire la procédure, on va la travailler avec le protocole 3D qui est un protocole en trois étapes, et puis ensuite on va s'entraîner évidemment. Et il va y avoir des erreurs, il va y avoir des obstacles. Si je dois lancer, passer, attraper dans un sens et dans l'autre, eh bien il va y avoir des moments où le sac, je ne vais pas le rattraper, il y a des moments où je vais lancer, mais je ne vais pas traverser, je vais passer mon sac sur ma ligne médiane, je vais pas faire, enfin, bref, je ne vais pas réussir à faire la consigne exactement, eh bien je vais devoir faire stop, regarder ce qui ne va pas et donc faire preuve évidemment de flexibilité et à ce moment-là mentale pour pouvoir chercher quelle est la cause de l'erreur ou quelle est la cause de la difficulté, quelle est la cause du fait que l'exercice n'est pas abouti et n'est pas réussi pour pouvoir progresser. Et puis évidemment, il y a toute la partie créativité. Il n'y a pas de limite en fait dans la possibilité de créer des exercices ou d'imaginer des variantes. C'est vrai que moi j'ai créé, comment dire, enfin j'ai créé, vous trouvez, parce que je préfère préciser, évidemment que ceux qui ont fait du bal à V6 retrouveront des exercices communs. Il y en a qui ne sont pas dedans, mais moi je me suis basé sur ce que on m'a moi-même, ce qu'on a transmis, ce qu'on m'a transmis. Et donc, moi, dans Multimove, vous trouvez entre 90 et 100 exercices environ dans les stages en présentiel. Il y en a 60 en vidéo. Et donc, on peut en créer plein d'autres à partir de là. Et c'est ça qui est génial en séance, c'est qu'à un moment donné, on montre à un enfant que tiens, on peut faire, je lance, je retourne ma main et j'attrape sur le dessus de ma main. Et il y a des enfants qui vont dire, ah ouais, mais alors je pourrais lancer, faire en sorte que le sac il fasse deux tours et je le rattrape avant qu'il fasse le troisième. Et là, on voit la flexité mentale qui travaille. On voit que l'enfant peut se mettre à créer et à trouver pas des solutions, mais des idées et à complexifier de lui-même. Et là, ça, c'est de la flexibilité mentale. C'est-à-dire qu'une fois qu'il a acquis la base, il va plus loin. Voilà un exemple ici de nouveau par rapport à cet aspect sur la flexibilité mentale. Et puis troisième et dernier comment dire, aspect par rapport à Multimove, je vois juste, je réponds à la question de Mathilde, verbaliser en même temps est indispensable pour que Multimove fonctionne. Mais c'est la base en fait, c'est toute la différence, c'est qu'en effet, enfin c'est la base, c'est un des aspects de Multimove, c'est la pédagogie de la parole et c'est que la verbalisation va être intégrée au mouvement. Et de toute façon, on le sait aujourd'hui, quand on est professionnel dans tout ce qui concerne l'écriture, on sait que la clé de l'écriture, mais c'est pareil pour la clé de la lecture, c'est quoi? C'est la synchronisation entre le geste et la parole.
Le geste, pas forcément le geste de la main, mais évidemment le geste de la main pour l'écriture, le geste de la main aussi pour la lecture quand on suit le texte des yeux. C'est-à-dire qu'il faut synchroniser son geste et sa parole. Et c'est vrai aussi, le geste oculaire doit être synchronisé à la parole. L'enfant qui sait lire, c'est un enfant enfin, qui sait lire, qui sait déchiffrer plutôt, c'est un enfant qui suit, qui synchronise son geste et sa parole. Après, il y a tout l'aspect du sens, évidemment, qu'il ne faut jamais déconnecter. Et d'ailleurs, c'est la porte d'entrée principale, ça restera toujours le sens. Donc, dans la pédagogie de la parole, le secret d'apprentissage en termes d'étape de processus numéro un, la première étape du processus, c'est l'ancrage dans le réel, c'est le sens. Voilà. Euh, Oui, je vois le commentaire de Christelle. Évidemment qu'il y a un lien avec l'école du dehors, avec justement le mouvement libre et la motricité. Il y en a un enfin, le lien est très évident et j'ai envie de dire que la pédagogie de la parole permet d'aller un petit peu plus loin. C'est que la motricité fine, la motricité libre, pardon, le mouvement libre, le nécessaire au développement de toute, déjà de l'intégration des réflexes archaïques chez le jeune enfant, le mouvement libre qui est nécessaire au développement des fonctions exécutives chez le jeune enfant aussi, le jeu libre, eh bien, va devoir à un moment donné être structuré et ancré. Quand je dis structuré, ça ne veut pas dire qu'il faut plus qu'il soit libre, mais ça veut dire qu'il va falloir solliciter certains circuits neuronaux davantage parce qu'il y a une transition qui se passe chez le jeune enfant vers 3 ans au niveau de son fonctionnement cérébral, où pendant un temps, il peut apprendre de manière totalement sans aucun effort, par absorption complète. Et à un moment donné, l'environnement va devoir le nourrir pour solliciter tout son potentiel cérébral. C'est toute la richesse de la vie sociale et qui est la condition, enfin même pas la condition, c'est le paramètre de l'humanité, c'est cette dimension sociale. Et donc l'environnement va devoir aussi solliciter, faire son job à un moment donné pour l'accompagner à développer davantage tout son potentiel. Voilà, donc je vois la question, que penses-tu des exercices, des ateliers de cirque? C'est très intéressant, mais en fait, si vous voulez, tout ce qui est dans le mouvement est intéressant, mais ça dépend aussi comment c'est fait. C'est-à-dire que si je fais du body percussion, vous savez, vous connaissez le body percussion par exemple, si je fais du cirque, si je prends des balles et des sacs comme le propose d'ailleurs Bill Hubert, comme le propose, je sais plus comment, Régis Potonnet en Brain Ball, etc. Tout ça, c'est super. Mais à quel moment est-ce qu'on sollicite certains circuits neuronaux, les circuits conscients, les circuits analytiques, pour que le mouvement soit durable, conscient, efficace et qu'il puisse structurer le processus de la tâche, de l'exécution de la tâche, et être transféré ensuite à toutes les autres tâches plus scolaires, plus intellectuelles, etc. Où nous sommes dans une société qui est hyper réflexe, hyper rapide, où tout va vite, ce que j'appelle hyper intuitive, et cette société-là favorise du coup la sollicitation de certains circuits neuronaux, c'est inévitable. Et ces circuits neuronaux réflexes, intuitifs, rapides, ne sont pas efficaces pour un apprentissage durable. Pour la lecture, pour l'écriture, pour les maths, le calcul, la géométrie, notamment la grammaire, l'orthographe, tout ce qui est vraiment de l'ordre du fondamental, eh bien, si je l'aborde de manière réflexe, intuitive et rapide, je passe à côté, je n'y arrive pas. Soit, enfin, ça va dépendre des profils des personnes, mais la majorité des personnes vont être mis en difficulté et certains vont être complètement bloqués parce que ce n'est pas possible d'aborder la lecture et l'écriture de manière rapide et intuitive et réflexe. Ce n'est pas possible d'apprendre à compter de manière réflexe et intuitive. Ça va fonctionner, mais ça va avoir un impact à court terme et ça va amener très rapidement des échecs, des difficultés, de la frustration et un manque de confiance en soi tout le cercle vicieux dont a parlé le docteur Vèvre-Douré. Voilà, donc l'idée, ça va être au travers de Multimove de favoriser d'une part le développement des fonctions exécutives et d'autre part de solliciter les bons circuits neuronaux pour que cet ancrage-là soit durable et transférable dans toutes les matières, dans tous les apprentissages. Voilà. Je continue juste pour rester dans le timing. Je m'étais dit 10h30, donc je termine avec le contrôle inhibiteur. Euh, Au niveau du contrôle inhibiteur, donc, qu'est-ce qui fait que Multimove développe le contrôle inhibiteur? Bon, bah, c'est assez évident quand vous m'avez vu faire des exercices, j'imagine. Vous voyez bien que ça va demander en permanence d'avoir un focus attentionnel. Un focus attentionnel qui va être visuel.
Un focus auditif parce qu'on va utiliser le métronome, on va utiliser la musique. Et même si j'utilise pas le métronome et la musique, au début, il y a simplement, par exemple, pour les balles, le bruit de la balle qui rebondit. Il y a le bruit du sac. Je sais pas si vous l'entendez. Voilà, je fais un petit bruit un peu bizarre. Je sais pas si vous l'avez entendu, mais il y a le bruit du sac quand on le presse dans sa main, quand on l'attrape. Voilà. Et il y a aussi tout ce qui est l'attention proprioceptive et tactile, tout ce qui est lié au kinesthésique, en fait. Voilà. Euh, et puis, je cite ici une étude qui a été faite en 2021 qui a été faite par, alors je vous ai mis le nom, hein, je m'excuse déjà pour la prononciation, cher docteur Yu Yong Tsai, voilà en 2021, qui dit ceci notamment, enfin le rapport dit, les chercheurs ont trouvé que les enfants atteints de TDAH ont un meilleur contrôle inhibiteur après des exercices d'intensité faible et modérée par rapport à des exercices d'aérobie vigoureux qui pourraient être caractérisés par un état optimal d'excitation corticale. Et ici, c'est l'idée simplement de faire des activités aussi d'aérobie modérée, tempérée modérée. Donc, c'est-à-dire quelque chose de physique, mais qui soit pas trop dynamique. Et pour le coup, Multimove est complètement dedans aussi parce qu'on n'est pas en train de courir dans tous les sens, sauf quand on va chercher les balles qui s'échappent. Mais sinon, on n'est pas tout le temps, on n'est pas dans une activité intense au niveau de l'aérobie. Voilà, ça c'est un aspect. Et puis, bon, évidemment, on a aussi le groupe qui fait qu'il y a énormément de perturbateurs. On va dire, dans l'environnement de la personne qui travaille, que ce soit même en séance individuelle, parce qu'en séance individuelle, je fais toujours l'exercice avec. Donc, l'enfant ou l'adulte ou l'apprenant en tout cas et a dans son champ visuel auditif une perturbation, il va devoir travailler cette perturbation. Et moi, je vais particulièrement, avec certaines techniques, je vais particulièrement la mobiliser quand on travaille en groupe, quand on fait des exercices à deux en binôme également. Enfin, ça fait partie vraiment des, euh, des modalités finalement de cette méthode. Voilà. Je vous propose d'écouter le petit témoignage de Anne Regnault, qui est facilitatrice multimove en cours de certification en rééducation et qui a développé sa cabane pédagogique qui s'appelle Patience, il pousse. Est-ce que tu utilises aussi Multimove ou pas dans tes accompagnements? Est-ce que vous avez entendu le son juste pour savoir? Parce que là, s'il n'y a pas le son, ouais, si c'est bon, il y a le son. Ouais. Dans quasiment tous. Je le fais pour la mobilité des doigts. Quand c'est un problème de concentration, ça fait des miracles. Enfin, des enfants qui ne peuvent pas tenir en place avec Multimove, parce que c'est fait aussi à la maison, hein. En plus, ça réunit des familles. J'ai des parents qui en ont ras-le-bol des leçons. C'est vraiment difficile pour eux. C'est la corvée. Et en fait, grâce à ça, ils retrouvent du plaisir à jouer avec l'enfant, à faire ces activités ludiques de sac, de balles. Et puis, en fait, ils se rendent compte que ça leur fait du bien à eux aussi. Donc oui, j'utilise Multimove dans quasiment toutes mes séances. En tout cas, dans tous les suivis, à un moment donné, il y en a. Petit garçon qui est en CE2. Et au départ, la moindre mouche qui vole, quelque chose qui passe, un bruit, tout le dérangeait. Voilà, c'était pas possible pour lui de se concentrer. Celui, c'est un enfant qui a des problèmes en lecture, enfin, en lecture, oui, parce qu'il lit trop vite, en écriture, en maths, enfin, ça touche tout. Donc, j'ai rapidement fait multimove avec lui parce que pour moi, c'était sans multimove, on ne pouvait pas y arriver. Voilà, c'est multimove qui l'a posé. Je pense qu'il est quand même très kinesthésique, donc il a pris un plaisir absolu à manipuler les sacs, à se défier, les balles, et il a fini par se poser. Donc, on a enfin pu rentrer dans les apprentissages. Comme multimove lui donne confiance en lui, il arrive à accueillir le travail et à accepter de progresser tranquillement avec les activités de la rééducation. Et Voilà. Le témoignage de Anne, ce qui est intéressant, c'est cette idée aussi que vous voyez, Multimove peut être intégré à n'importe quelle boîte à outils, n'importe quel type de séance, que vous soyez orthophoniste, grapho, que vous soyez, je sais pas moi, praticien en réflexe archaïque, orthopédagogue ou autre psychopédagogue, enfin psychomotricien, ça vient s'intégrer. On peut faire, je voyais la question un petit peu de Maud, les séances d'accompagnement. Moi, je fais rarement des séances d'accompagnement que multimove. Ça m'arrive si on me demande, par exemple, un enfant fait
vient pour des difficultés. Moi, je me souviens d'un jeune qui était venu pour des difficultés de concentration en classe, avec des difficultés à rester attentif. En plus, il était dans une école où le mode de fonctionnement de la classe, c'était comment dire, beaucoup d'autonomie avec des plans de travail. Et donc, les enfants étaient très autonomes et il avait tendance à très vite s'éparpiller. Et donc, parce qu'il a grandi depuis, il avait peut-être 12 ans et demi, 13 ans, je crois. Et j'ai même fait, pour vous dire, l'accompagnement en visio parce qu'il était en Suisse et donc je ne pouvais pas venir faire les séances toutes les semaines en Suisse. Donc j'ai fait l'accompagnement en visio. Et voilà, ils avaient le matériel, je les accompagnais 45 minutes par semaine et on faisait que du multimove à ce moment-là. Mais c'est très rare que je fasse que du multimove parce que souvent, là, chez cet enfant-là, dans ce que j'avais observé, je lui avais fait une séance d'état des lieux rééducation avant, dans laquelle j'observe justement toutes les compétences qui peuvent manquer et j'avais observé que ce qui manquait essentiellement, c'était toute la partie inhibition. Et du coup, je me suis dit, bah, je vais travailler avec multimove essentiellement et on verra si après, si ça ne suffisait pas, s'il faut revenir sur des activités de rééducation pour aller plus en profondeur sur certaines compétences. Et en fait, ça a suffi. On a fait, je sais pas, on a dû faire une dizaine de séances, je crois, une 9 ou 10 séances. Et les parents avaient pris le matériel, ils avaient pris en plus le pack vidéo, donc ils travaillaient entre les séances, je leur donnais des exercices à faire entre les séances. Et ensuite, ils ont pu continuer. Et au bout de 9 à 10 séances, la maman m'a dit, mais en fait, c'est bon, les enseignants m'ont dit que ça s'améliorait. Le dernier bulletin était très positif. Elle dit, même nous à la maison, on voit que ça s'améliore. Et voilà. Mais c'est très rare, parce que souvent je combine parce qu'il y a souvent d'autres problématiques ou d'autres difficultés qui sont associées et je vais combiner avec rééducation, avec lecture 5P, avec orthographe, avec mes différents outils, voilà, différentes méthodes que j'ai développées. Voilà, donc Multimove agit sur les fonctions cognitives, agit sur les fonctions exécutives également, bien évidemment, on a vu sur tout le reste. Je vous propose juste d'écouter un petit bout de ce témoignage de Virginie, qui est psychomotricienne. Virginie est psychomotricienne, elle s'est formée à Multimove, mais à l'époque où ça s'appelait Neurobal, peut-être que certains ont connu cette époque-là où ça s'appelait Neurobal. Pour différentes raisons, j'ai dû changer de nom. Et aujourd'hui, ça s'appelle Multimove. Donc, elle parle de neurobal, mais c'est Multimove. Voilà. Il y a certains de mes patients qui ont carrément évolué d'un seul coup en l'espace de 2 mois. Ça a fait un vrai boom. Maintenant, j'utilise pratiquement que les neurobales en prise en charge et c'est vraiment chouette. Il y a vraiment eu une explosion dans ma clientèle par rapport à tout ça. Je suis psychomotricienne, Je vais avancer un accompagnée petit peu. en juillet 2017. Je travaille en libéral dans le secteur privé à Saint-Martin aux Antilles et depuis maintenant 5 ans. Mars 2022, j'ai fait la formation de neurobal avec pédagogie pour avoir une spécialisation supplémentaire et une autre approche du métier de psychomotricien. Je me suis vraiment intéressée au neurobal, tout ce qui était coordination, mouvement, rythme. J'ai directement fait les formations en ligne et après, je me suis intéressée au présentiel. Donc, ce qui était vraiment quelque chose d'intéressant pour moi parce que je ne peux pas me déplacer sur la métropole facilement. Sur une plateforme en ligne où je regardais toutes les vidéos du coup, qui étaient sur la formation. J'avais commencé dans un premier temps à regarder les vidéos, à m'imprégner des vidéos, des cours. Et après ça, en fait, dès que j'ai eu le matériel, je me suis entraînée. J'ai commencé à voir que ça avait des effets bénéfiques sur moi, surtout au niveau de ma dyslexie, parce que je suis dyslexique. Et j'ai remarqué que je lisais beaucoup plus vite, que j'arrivais plus facilement à avoir des syntaxes de phrases plus fluides et c'était plus simple pour moi. Je me suis dit, bah, ça serait intéressant de mettre ça en place avec certains de mes patients qui avaient des prises en charge qui n'avançaient plus. Et du coup, bah, je leur ai montré les outils. J'ai commencé à mettre en place bah, avec les sachets des outils. Donc, les sachets, ça fait partie du programme de Neurobal qu'il y a dans la formation. Et puis après ça, j'ai commencé à complexifier les exercices avec les patients. J'ai continué en parallèle la formation. C'est hyper facile de s'y mettre. Les outils sont faciles à transporter. Donc, même pour les professionnels et psychomotriciens qui sont à domicile, on peut développer tellement de choses avec juste une balle et un sachet que c'est vraiment idéal pour le psychomotricien.
Maintenant, j'utilise pratiquement que les neuroballes en prise en charge, avec du coup les caps qui est vraiment l'outil que j'utilise. Voilà, j'arrête là-dessus parce qu'après, ça ferait trop long, mais simplement, euh, ici, comment ça s'appelle, Virginie évoque voilà, en fait, finalement, elle a été convaincue d'abord parce que ça a eu un impact sur sa dyslexie. Elle me disait avant, elle lisait deux, trois fois la page d'un article pour pouvoir le comprendre et que après avoir pratiqué, elle s'est rendue compte elle avait plus besoin de lire deux, trois fois, qu'en une fois, ça suffisait et qu'elle comprenait. Donc, elle s'est dit, mais si ça fonctionne comme ça sur moi, sur ma dyslexie, il y a des chances que ça puisse aider mes différents patients par rapport à leur problématique. Voilà, donc sachez en tout cas que ça, vous voyez, c'est l'impact des fondations sur la partie émergée de l'iceberg, et du coup la partie visible. Il faut savoir que il y a des études qui ont montré aussi, qui expliquent pourquoi est-ce que Multimove, par exemple, ce type d'exercice va avoir un impact. Et bien parce qu'on associe notamment le rythme et le mouvement. Il y a l'étude qui a été publiée par l'INSERM en 2015 qui a montré que on peut tout à fait faire. Il y a des enfants qui sortent des critères de diagnostic de la dyslexie en ayant pratiqué pendant plusieurs mois, à raison d'une fois par semaine, des activités qui associent le rythme et le mouvement, par exemple. Il y a des études aussi qui ont été menées par le laboratoire Coniscience, qui a montré que des enfants peuvent améliorer les performances en lecture si ils associent des exercices d'entraînement visuel. Voilà, là, ici, on est complètement là-dedans, entraînement visuel, le rythme, le mouvement, etc. Voilà un petit peu pour dire pourquoi aussi finalement les fondations, c'est un bon exemple qui montre pourquoi est-ce que les fondations ont un impact sur la partie invisible, a un impact sur la partie visible, sur la partie compétence scolaire en elle-même. Voilà. Je vous propose juste, je ne sais pas si Corinne, est-ce qu'elle est là? Corinne est, donc facilitatrice. Juste pour préciser, Virginie que vous avez entendue juste avant est devenue facilitatrice. Elle est venue, elle est aux Antilles, mais elle est venue en France donc pour passer la certification. Voilà. Et il y a peut-être Corinne qui est avec nous. Je ne sais Oui. pas si elle a Ouais, Corinne, super. Voilà, je t'invite, je vais te proposer, faut que je te trouve dans toutes les vidéos. Voilà, tu es là. Ça te dérange pas si je t'affiche avec nous? Non, 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 vas-y. Allez. Voilà. Je vous présente Corinne Bonjour. qui est facilitatrice multimove et voilà, et qui nous a rejoint ce matin et je lui ai proposé de venir pour qu'elle puisse simplement partager. Je te laisse te présenter brièvement et dire ce que tu fais et comment tu utilises multimove aujourd'hui. Ouais. Alors moi, je suis graphopédagogue, donc rééducatrice en écriture, et donc oui, facilitatrice multimove depuis, je sais pas, 2022, je crois. Et j'utilise énormément multimove en séance, en grapho, pour des élèves, bah, comme ça a été dit, hein, des élèves qui ont des problèmes d'attention, des problèmes, des troubles 10, etc. Ça m'arrive. Alors, soit j'utilise en séance, pendant les séances de grapho, pour améliorer la posture, parce que quand on travaille beaucoup l'équilibre en multimove, ça permet aussi aux enfants de mieux se poser, de mieux s'asseoir sur leur chaise. Les enfants qui bougent beaucoup, qui n'arrivent pas de se lever. Là, on travaille avec multimove, on travaille le fait de travailler la coordination, la coordination œil-main, la proprioception, etc. Les enfants, après, arrivent plus facilement à se poser. Mm, Ils sont aussi beaucoup plus attentifs mm, au niveau de la concentration, même à l'école. Moi, les retours que j'ai, c'est qu'à l'école, ils sont beaucoup plus posés, beaucoup plus attentifs, ils écoutent. mm, Je le constate moi-même au cabinet, hein. Bah là, récemment, cette semaine d'ailleurs, j'ai eu un de mes élèves. Euh, Psychologiquement, je m'étais déjà préparée avant qu'il arrive parce que je savais que ça allait être une séance qui allait me demander beaucoup d'énergie, parce que c'est un élève qui n'arrête pas de bouger, de se lever, de remuer, qui a beaucoup de mal à se concentrer. Et les deux premières séances, j'ai donc proposé de faire du multimove avant de commencer la grapho. Et donc, on a commencé aussi par les caps, bien sûr. mm, Et là, il est arrivé hier. Je m'attendais donc à ce qu'il remue comme d'habitude et tout. Et en fait, il était superposé. J'ai pas reconnu du tout l'enfant. Je me suis dit, c'est pas possible, c'est pas le même. Et bah, je pense que déjà, l'exercice multimove, le peu qu'on avait fait déjà en deux séances, ça lui avait fait du bien. Il était beaucoup plus posé. mm. On a pu beaucoup plus facilement travailler. Donc, j'ai reproposé de nouveaux exercices. Donc, en plus, c'est ludique, donc ils adorent. Ouais. Et effectivement, le fait de travailler tout ce qui est équilibre, coordination, Mm, mémorisation aussi. Moi, en grapho, on travaille aussi beaucoup les stratégies de copie.
Mm, Et on demande beaucoup aux enfants enfin, on leur demande de mémoriser des mots, de mémoriser des phrases, des textes ou des débuts de texte. mm, Et le fait de travailler tous ces mouvements, comme on a vu tout à l'heure, que Guillaume a montré là, le fait de mémoriser les mouvements à faire, mm. il en faut quatre, puis deux, etc., et bien, ça va aider au niveau de la mémorisation aussi pour l'écriture. Ouais, c'est Et ça. l'enfant, du coup, va écrire beaucoup plus vite parce qu'il va mémoriser plus facilement les mots, les phrases qu'il doit écrire sans avoir besoin de lever les yeux sans arrêt, de regarder le modèle sans arrêt. Tout à fait, ouais, exactement. Mm. Donc, ça, Super. j'utilise beaucoup en séance de grapho. Je fais aussi j'utilise aussi parfois des parents me contactent parfois aussi pour faire des ateliers individuels. J'ai eu l'année dernière un élève en séance individuelle, c'était envoyé par l'enseignante d'ailleurs, un enfant qui avait beaucoup de difficultés de concentration, d'attention en classe et Mhm. qui s'est dit bah, pourquoi pas essayer ça pour que l'enfant soit beaucoup plus. Parce qu'il avait, bon, il y avait que ce problème-là en classe, hein, sinon il était, voilà, il n'y avait pas d'autres difficultés. Oui, Et donc, voilà, il est venu me voir, on a fait quelques séances individuelles. Alors, par contre, en séance individuelle, moi, je donne des exercices à faire à la maison. oui. Et donc, comme ça a été évoqué tout à l'heure, en plus, c'est vrai que les parents retrouvent plaisir à travailler avec leur enfant. Mm, mm, mm. Il y a ce lien qui se recrée à nouveau avec le parent, en dehors des conflits, des devoirs, etc. Là, les petits exercices, ils sont ludiques, ils jouent à deux, face à face, et ils retrouvent un peu ce petit plaisir aussi. Et ils Mhm. voient leur enfant qui est beaucoup plus posé, et qui se met beaucoup plus facilement après sur les devoirs. Mm. Il y a moins de conflits. Ouais, tout à Donc fait. voilà. Puis tu Et avais fait aussi j'utilise, des ateliers de groupe aussi? ouais, je fais aussi des ateliers de groupe. Alors, quand j'étais encore enseignante, je faisais avec mes élèves, Ouais. avec les maternelles, on est en salle de motricité. Donc, ça, c'était génial, c'était top. Mm, Euh, et non seulement les enfants adoraient, mais effectivement, j'avais des enfants qui étaient beaucoup plus posés en classe, mm, beaucoup plus attentifs. mm, mm, mm. Même avec, alors, je sais pas si tu en as parlé, j'étais pas là au début du webinaire, les comptines d'ouverture. Je n'ai pas parlé de ça. Non, tu en vas parler. Bon, on n'en parle pas. Voilà. Et je fais également des ateliers régulièrement, maintenant que je suis en activité à 100%, avec une collègue sophro et une collègue ludothérapeute. On organise régulièrement des ateliers. Et donc, dans ces ateliers, moi, je propose du multimove. Voilà, Quel que soit le thème des ateliers, je vais proposer du multimove pour améliorer les compétences, améliorer ouais, c'est ça. tout ce qui est compétences exécutives, cognitives, voilà. Pour permettre ensuite aux enfants à la maison de rentrer plus facilement dans les apprentissages. Donc, c'est des exercices qu'ils peuvent refaire assez facilement, effectivement. Ouais. Donc, les enfants, les parents, soit achètent les matériels, soit, alors quand c'est en séance individuelle, moi, au cabinet, enfin, je le prête le matériel, mais Mhm. sinon, c'est vrai que c'est un matériel qui est facilement accessible et les parents peuvent facilement refaire à la maison. Tout à fait. Voilà. Tout à fait. Ben, merci Corinne, merci De pour rien. ce témoignage. Voilà, et ça, donc ici, toi, tu es grapho, donc c'est vrai que tu l'utilises beaucoup par rapport à la grapho, mais comme tu dis, tu Mm, fais aussi pas que, parce que tu fais aussi du multimove. Et puis, bon, voilà, je pense à différents témoignages, parce qu'aujourd'hui, je pense que il doit y avoir à peu près 25 à 30, je sais pas exactement, j'ai pas le compte exact, mais de facilitateurs, facilitatrices certifiés aujourd'hui en France, en Belgique et en Suisse. Donc voilà, et ça permet aussi d'avoir des exemples très différents parce que les facilitateurs ne sont pas tous graphos. Il y a vraiment tout un panel, il y a des psychomotriciens, il y a des psychopédagogues, il y a des coachs scolaires, etc. Voilà, donc mm. ça permet vraiment de toucher plusieurs thématiques, plusieurs professions et plusieurs difficultés. Merci beaucoup Corinne De rien. d'être venue. J'utilise aussi avec les seniors. Oui, voilà, ouais, oui, c'est vrai, j'ai pas pensé à l'évoquer. Évidemment que Multimove s'utilise aussi avec les seniors. C'est vrai que c'est bien que tu le dises parce que alors après, avec les seniors, il est adapté, évidemment. Mm, Il est adapté au niveau des exercices. Donc, d'ailleurs, avec Corinne, pas Corinne, pardon, avec Delphine de Guzman, qui est orthopédagogue, on a créé une formation qui s'appelle Senior Action et qui propose plusieurs outils, rééducation multimove et aussi des outils d'orthopédagogie, donc qui sont adaptés aux seniors, voilà, spécifiquement. Donc c'est pas les mêmes exercices, évidemment. On retrouvera la pédagogie de la parole, ça c'est certain, mais par contre pas avec les mêmes exercices. Et donc là, on donne une prochaine formation. 20-22 mars à Montauban en présentiel dans un centre de formation. Il y a hébergement sur place pour ceux qui le souhaitent, restauration également. Voilà, donc ça c'est pour vous dire. Et je termine simplement, euh, après ce chouette témoignage de Corinne, du coup, pour vous dire que si vous voulez aller plus loin, il y a les formations en présentiel. Donc, il y a les prochaines formations ou avec le stage intégral, c'est-à-dire qu'il y a le stage d'initiation et d'approfondissement à la suite. Il est possible de faire que le stage d'initiation si vous voulez commencer simplement par un stage de 2 jours. Mais là, c'est 4 jours à chaque fois.
Donc Bordeaux-Montauban en présentiel. Vous avez donc là je vous ai fait pour l'occasion du webinaire, je vous fais une remise spéciale. Donc pour si vous inscrivez donc avant samedi 13 décembre, vous avez une remise spéciale donc qui est de 160 euros parce que le stage normalement est à 560 et là je vous propose à 400 pour les 4 jours. Après, si vous voulez faire que le stage d'initiation, le tarif est indiqué sur le site. Il y a un tarif early bird si vous inscrivez, je crois, avant le 31 décembre, de toute façon. Voilà, c'est une formation qui est certifiée Calliope, donc vous avez une possibilité de prise en charge si vous êtes auto-entrepreneur, même si vous êtes salarié, mais que ça peut avoir un lien avec votre formation ou un projet de reconversion, des choses comme ça. Ça, voilà, c'est aussi possible d'y participer. Il y a un projet de formation en Belgique également, qui pour le moment n'est pas encore totalement défini, mais c'est presque sûr que ça aura lieu le 6-7 juin 2026 en Belgique. Voilà, je recherche un lieu, en tout cas j'ai déjà des pistes, mais ce sera soit sur Bruxelles, soit du côté de Namur. Il y aura un stage approfondissement qui aura lieu en automne 2026. Voilà, tout simplement. Et du coup, le stage d'initiation, pour toutes les personnes qui sont inscrites à ce webinaire, si jamais vous vous inscrivez, vous bénéficierez du tarif que je propose ici à 240 au lieu de 300. Voilà. Vous pouvez également vous former en e-learning. Alors, enfin, vous former, donc vous pouvez découvrir la méthode et la pratiquer en e-learning. Voilà. Et vous avez plusieurs formules qui existent, la formule Pocket, la formule Medium, la formule Premium. Tout, évidemment, ça dépend. La différence, c'est par rapport au nombre d'exercices et à tout ce qu'il y a à côté, au niveau matériel, au niveau livret, etc. Et donc là, pour le webinaire, je vous ai mis une remise de 51 euros sur la formule Premium si vous commandez avant vendredi soir minuit. Voilà, donc la formule à 148 au lieu de 199. J'ai mis ici que c'est en accès limité, c'est-à-dire que quand vous commandez, soit rééducation ou multimove, quand vous commandez une formule, vous avez accès en illimité au contenu vidéo. Donc il n'y a pas de limite dans le temps, vous pouvez y revenir quand vous voulez, que ce soit pour la partie théorique ou la partie pratique des vidéos, des exercices notamment. Voilà un petit peu. Et il y a évidemment, je ne l'ai pas marqué ici, mais il y a le stage Senior Action, du coup, où aussi j'aborde Multimove avec Delphine qui co-anime ce stage avec moi. Voilà un petit peu. Et je vous propose pour terminer, parce que je l'avais promis, et je suis navré, il est déjà 10h42, mais quand même, on va pas partir sans cette pochette à faire gagner. Je vais vous poser une question simplement, et la personne qui répondra en premier sur le chat, eh bien, gagnera la pochette. Je lui enverrai par Mondial Relais, tout simplement. La question est la suivante. Quel est le nom de la personne qui a mené l'étude du marshmallow, du chamallow? Quel est le nom du professeur, du docteur qui a mené l'étude du chamallow, du marshmallow? Si, non, Manuel, c'est pas Bill Hubert. Zut, quel est le nom de celui qui a fait l'étude du marshmallow? Est-ce que vous l'avez noté quelque part? Est-ce qu'il y en a qui le connaissent? Ah, j'ai choisi une question difficile là. Oui, on n'est pas loin, on n'est pas loin. Exactement. Je vais prendre la bonne réponse, la meilleure réponse qui est sortie. C'est en premier, c'est Marine Richoon qui l'a mis parce qu'il y avait Mitchell, mais c'est pas Mitchell. Je suis désolé, Sandrine. C'est Michel, Walter Michel, Mischel. Bravo à Marine Richoon. Marine Richoon, je vous invite à simplement m'envoyer un mail sur l'adresse contact@pedagogie.fr. Je vous la mets dans le chat. Voilà. N'hésitez pas à m'envoyer un. Ah, j'ai oublié le point .fr, contact@pedagogie.fr. N'hésitez pas à m'envoyer un mail pour me dire que vous avez gagné ça. J'aurai besoin de votre point relais. Et puis pour tout le monde, contact@pedagogie.fr si vous avez des questions. J'ai vu qu'il y avait des questions dans la conversation, mais il est 44 déjà et je propose d'arrêter ici. Et évidemment, toutes les questions que vous vous posez, j'ai vu dans le chat certaines, ben, se trouvent évidemment dans la formation en présentiel. Ce sont des réponses que vous n'avez pas dans la formation, dans la partie e-learning, évidemment. Ça fait partie des choses qu'on aborde dans la formation en présentiel. Voilà, donc écoutez, je reste à votre disposition si vous avez des questions. Je vous rappelle que vous avez deux remises particulières dans ce webinaire, l'une sur le e-learning avec le code RDK. Je sais plus quel est le code, je l'ai plus en tête, je vais le retrouver. Donc voilà, ici, Réduc 20 RDK, pardon, voilà. Vous allez le recevoir par mail de toute façon. Et puis une remise sur le stage en présentiel également, sur les stages en présentiel, que ce soit en France ou le prochain en Belgique qui est en train de s'organiser. Voilà. Et puis je rappelle que si vous souhaitez
organiser un stage multimove à proximité de chez vous, eh bien, c'est possible de l'organiser à condition que vous rassembliez, on va dire, 7 8 personnes de votre réseau à vous, de connaissances et autres. Je peux intervenir dans les écoles aussi, dans les associations et autres structures, et je me déplace à ce moment-là s'il y a 7 8 personnes qui se rassemblent spécifiquement. Voilà, j'espère que bien, vous repartez de ce webinaire avec voilà, de nouvelles pistes, de nouvelles réflexions. Je vous souhaite une très bonne journée. Vous recevrez par mail les infos sur l'accès pour le replay, sur les remises également. Et en ce moment, sachez que, et vous avez peut-être reçu, voilà, je commence 5 jours avec 5 remises spécifiques pour Noël sur les différents outils que je propose, orthographe, sur la rééducation, sur les pochettes stratégie d'apprentissage que vous pouvez trouver aussi sur ma boutique en ligne et qui est en promo là pendant quelques jours. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée. Merci d'avoir été nombreux à vous inscrire, à vous connecter aussi. Et puis, je vous dis eh bien, à une prochaine, du coup, dans un prochain webinaire ou une formation, ce sera avec grand plaisir. Bonne journée à tout le monde. Au revoir. À bientôt. À bientôt.